semaines après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Cameroun, qui a consacré le candidat Paul Biya vainqueur avec 53,66% des voix, contre un principal challenger, Issa Chiroma Bakary, arrivé deuxième avec 35,19% de voix. Celui-ci s'étant autoproclamé vainqueur, il s'obstine et s'entête à soi-disant victoire volée. Après avoir appelé à descendre dans les rues, dans le cadre de manifestations dites pacifiques qui se sont avérées être des manifestations violentes, criminelles et de pillage, ayant occasionné de nombreux dégâts dans les villes de Douala, Maroua, Garoua et Tchan, le bilan est lourd. Des locaux, des voitures, des commerces, des stations incendiées et pillées, ainsi que de nombreuses pertes en vie. Monsieur Issa Chiroma Bakary a lancé depuis les réseaux sociaux un appel aux villes mortes pour les journées lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 novembre 2025. Ce qui serait alors pour lui le plan B de sa stratégie. En quoi consisterait donc ce plan? Et que cachent les sorties de certaines figures religieuses et traditionnelles? Encore, les prises de parole de la France, de l'Union européenne, qui n'ont pas encore félicité le président Paul Biya, mais qui demandent la libération immédiate des personnes qu'ils qualifient être interpellées arbitrairement. Nous voulons comprendre tout cela. Et pour ce faire, nous sommes face à un homme politique, président du nouveau mouvement populaire, président Bandakani, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au Cameroun. Bonsoir Madame Yetmou, Stéphanie. Bonsoir à ton co-intervieweur, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir à nos internautes, à nos abonnés. Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui, de loin, nous soutiennent moralement, matériellement, financièrement. Parce qu'il y en a qui, de temps en temps, mettent 10 francs nous envoient 10 francs, nous envoient 20 francs, parce que là, il faut tout ça. Donc, je voudrais leur dire merci et dire que c'est toujours pour moi un plaisir, à travers cette plateforme, de garder des liens chaleureux, de confraternité dans le combat, dans l'enrichissement mutuel, etc. Donc, je suis très heureux de me retrouver en face de toute cette communauté, chaque fois que l'occasion me donne. Donc, voilà. Bonsoir. Du lieu où on se trouve. Voilà. Vous l'avez remarqué, nous sommes accompagnés de M. Edjengele. Bonsoir. Bonsoir, Madame Yemo Stéphanie. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous dans le cadre de ce direct consacré comme ça au foyer du renouveau panafricaniste qui est le Cameroun. Je saisis cette occasion aussi pour dire bonsoir à nos internautes et bonsoir au président Banakani, président du nouveau mouvement populaire. Président, bonsoir. Bonsoir, mon cher Edjengele. Heureux de me retrouver en face de vous. C'est un plaisir partagé, Monsieur le Président. Ben, effectivement, il est partagé. Vous êtes à votre poste chaque fois que la nation vous convoque sur nos plateaux, Monsieur le Président Banakani. Je suis un professionnel de la politique et de l'engagement. Donc, je ne fais pas les choses à moitié. Monsieur le Président, nous l'avons dit en l'entame, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la crise, on va dire cela, la crise post-électorale au Cameroun. Bien évidemment, vous la qualifierez comme, bon, nous savons dans l'art de manier le langage politique pour mieux situer les faits. Alors, la semaine dernière, nous avons assisté à des manifestations violentes. Il y a eu apaisement avec l'intervention des forces de maintien de l'ordre. Mais cette semaine, le candidat Issa Chiroma, qui est sorti perdant de cette élection du 12 octobre, a lancé un appel aux villes mortes, Monsieur le Président. D'après vous, quelles sont les significations réelles de cet appel aux villes mortes? C'est la conséquence d'une stratégie dont les ressorts fondamentaux sont préélectoraux. Vous êtes dans ce que vous appelez crise post-électorale. Moi, je vous ramène à ce que j'appelle la préparation préélectorale.
pour, une fois de plus, démontrer que le récit, bien ce qu'on appelle vulgairement le storytelling, qu'on veut imposer, que ces putschistes, ces entrepreneurs du chaos, ces agents de l'étranger veulent imposer, nous démontrons qu'il est faux. C'est ça la bataille qu'il faut, c'est même pas une bataille, c'est un travail, c'est une nécessité en termes de salubrité de l'écosystème, parlons comme ça, médiatique, de l'écosystème mental, qui en principe devrait porter les enjeux liés, n'est-ce pas, à ce coup d'État qui, pour lequel l'élection n'a été qu'un prétexte. Dès le départ, le NMP s'est démarqué. Nous n'avons jamais, nous ne nous sommes jamais inscrits dans la dynamique forcément électoraliste. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas élection. Il y avait élection. Mais tout le monde allait pour les élections pour les mêmes manières, pour les mêmes objectifs. Cette dynamique est allée aux élections pour parachever un coup d'État dont les ressorts et les leviers les plus déterminants ont été plantés, ont été définis longtemps avant les élections. C'est très important de rappeler ça, très très longtemps avant les élections. Donc, la preuve, c'est que dès le soir où on avait clôturé le vote, les résultats nous ont été balancés dans les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas faire de ça un non-événement. En tout cas, moi, je ne me tairai pas par rapport à ça. Je ne cesserai pas de marteler ça. Je ne m'arrêterai pas de le faire. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'était le signal pour passer à une étape, à la nouvelle étape de leur plan, qui avait commencé très longtemps avant les élections. Et le NMP a pris sur lui. Et ça aussi, il ne faut pas vous taire par rapport à ça. On ne doit pas se taire, on doit rappeler ça constamment. Dès le mois de juin, même avant, le NMP a fait une série d'émissions pour alerter, c'est le mot qui est en vogue, alerter sur les menaces qui pesaient sur notre pays. Et au cœur de ces menaces, entre autres, il y avait cette galaxie qui, à l'époque, était la galaxie MRC, basse autour de M. Camteau. Nous n'avons pas cessé de rappeler ça. Je dis bien entre autres, ce n'était pas la seule menace. Il y avait l'action de la France. Nous n'avons pas cessé de rappeler ça en mettant sur la table des éléments factuels. Okay. Donc, on n'a pas cessé de le faire. Donc, il y a tout un écosystème préélectoral qui préparait le terrain pour ce qu'on est en train de vivre. Donc, ce n'est pas une affaire de crise post-électorale. Ça n'a pas de sens. La crise post-électorale se baserait sur quoi? De manière fondamentale. C'est quoi? Tous les acteurs engagés dans cette élection présidentielle devons nous rappeler qu'il y a quand même, ils étaient 12 candidats. Vous mettez le vainqueur, le président Patriage, de côté, vous le mettez de côté. Les 11 autres, il en reste 10. Pourquoi les 10 autres candidats ont reconnu leur défaite? Pourquoi? Quel est parmi les candidats? C'était moi un seul candidat qui avait M. Turoma dans ses revendications. C'est-à-dire pour dire que, OK, nous on a à tes côtés. Monsieur le Président, on observe quand même des personnalités, à l'instar de certains députés. Non, pour l'instant, je parle des candidats à l'élection présidentielle. Vous allez parler de vos députés après, si j'estime nécessaire de descendre à ce niveau-là. D'accord. Mais je suis en train de parler des candidats qui ont été à l'élection présidentielle. M. Turoma est le seul à s'agiter dangereusement contre notre pays. Donc, il faut quand même rappeler ça. Ce n'est pas parce que dans leur discours, ils font comme si les autres candidats ne représentent rien, n'existent pas, qu'il faut passer par perte et profit le fait que les autres candidats ne se reconnaissent pas dans cette dynamique. Il est seul dans cette dynamique. Il est seul. Le président Bello était candidat. Même ceux qui l'ont accompagné, même ceux qui ont fait semblant de jouer à tout le fait là, les gens comme la Kérémouna, les gens comme ça, tous ces gens-là consortent, ils ne sont pas directement engagés dans cette dynamique-ci. On fait
ont établi comme credo de leur vie politique dans l'autre pays le respect de la légalité, y compris depuis leur naissance jusqu'à l'âge qu'ils sont actuellement aujourd'hui en politique dans l'autre pays, dont parmi lesquels M. Issa Chiroma. On ne peut pas accepter ça. Donc, votre crise et les postes post-électorales, ça part de quoi? Ça part de quoi? Ça part de quoi? Si vous décidez que le Conseil constitutionnel ne sert à rien, mais allons au bout de l'affaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi au Cameroun, il n'y a pas de constitution, il n'y a aucune loi, il n'y a pas de justice. Le Cameroun, ce n'est donc pas un État. Ce n'est plus un État. Le Cameroun n'est pas organisé. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, dans les familles, dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, dans les départements, jusqu'au niveau le plus élevé du pays. On peut concevoir ça? Est-ce qu'on peut concevoir ça? Et si on ne conçoit pas ça, il faut être cohérent. On ne conçoit pas que tous, le reste c'est normal. Et c'est seulement pendant l'élection où, on dit que bon, une fois qu'on est dans l'élection, la loi s'arrête, il n'y a pas de conseil constitutionnel, il n'y a pas de cadre légal, chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Si on fait ce qu'on veut, on commence dès le début du processus à faire ce qu'on veut jusqu'à la fin. On ne commence pas au début du processus. On respecte la loi, on la respecte, mais dès qu'il s'agit du résultat, on dit qu'il n'y a plus de loi. Si vous entrez dans cette manipulation avec M. Chiroma et sa bande, nous sommes d'une fermeté extraordinaire par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas de crise post-électorale. Il n'y en a pas. Il y a une entreprise de déstabilisation du pays. Il y a une entreprise de coup d'État. C'est un putsch. Et derrière tout ça, la France, l'Occident est à la manœuvre pour, on le sait, nous l'avons répété, maintenant c'est démontré, encore une fois, s'il fallait le faire, la recolonisation de notre pays. Il faut que ce soit ça clair. Parce que tout le storytelling qui est en place, c'est quoi? Le président Biya a volé les élections. Chiroma a gagné les élections. Mais très bien, très bien. Il a gagné comment? C'est ça d'ailleurs. Mais ce n'est pas à vous de répondre. Ce n'est pas à vous de répondre. Le président Biya a gagné par la voie qu'on connaît, la voie officielle, la voie reconnue comme telle, acceptée comme telle par tout le monde avant les élections. C'est connu. Ok. M. Chiroma a dit qu'il a gagné. Il a gagné comment? Monsieur le Président, est-ce qu'il allait faire la voie des recours au PV? Est-ce que ça, son obsession ou encore on va dire comment, le fait qu'il veuille à tout prix prouver qu'il a été vainqueur aurait plus de crédibilité s'il passait par les PV? Non, mais le débat sur les PV, eux-mêmes, ils ont arrêté. C'est eux-mêmes qui ont présenté au monde entier leur faux. Leur faux. Non, mais ils n'avaient pas, ils étaient sûrs peut-être. Il a dit qu'il avait les PV. Les PV qu'il avait, il les a compilés, il les a livrés au public. Et quand on l'a regardé, c'est un tissu de faux. Donc c'est une circonstance encore aggravante, puisque personne ne lui a demandé de présenter les PV. C'est lui qui a dit que non, moi j'ai gagné à porter les PV. Je laisse de côté la quantité de PV qu'il a mobilisé. Par rapport à l'ensemble des PV nécessaires pour dire qu'on peut parler de gagner l'élection au Cameroun. Je mets ça de côté. Mais c'est un tissu de faux. C'est de la fémania. C'est-à-dire c'est un tissu de faux, ces PV. C'est lui-même qui les a compilés. Donc, vous ne pouvez pas prouver que vous-même, vous n'arrivez pas vous-même à compiler vos PV. Vous n'arrivez pas à les compiler. Et quand vous les compilez, c'est un tissu de faux. Il y a le faux partout. Faux. C'est truqué à tous les niveaux. Antidaté, les pourcentages qui ne correspondent pas, etc. À tout point de vue, c'est vous qui l'avez fait. À partir du moment où votre propre compilation crie contre vous, comment? Comment? Monsieur le Président Banakani. Le débat c'est d'abord là. Le débat, il est là. Il faut poser le débat à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on est allé à l'élection, et c'est ce qu'on démontre encore aujourd'hui. Dès le départ, l'élection n'était qu'un prétexte. C'était déjà arrêté. Ils avaient mis sur pied la machine. La machine a été bien nilée, avec le but d'arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Je ne parlais pas de ce moment de oui, mais Monsieur le Président Banakani, est-ce qu'un candidat n'a pas le droit de contester les élections dans une nation? Il a le droit, c'est ce qu'il veut, mais il conteste sur la base de quoi? De ses humeurs? Parce que Issa Chiroma, par exemple, n'est pas dans cette logique de contestation. On a vu ses avocats, un collectif d'avocats qui sont en train de travailler dans le cadre. Vous parlez des bandits, de fous, des délégués mentaux. Monsieur le Président, c'est vous qui le dites. Vous êtes malade? Je ne le dis pas, c'est un fait. C'est un collectif d'avocats de quoi? Ce sont des bandits. Et le plus en vue, un cabinet d'affaires. Je travaille pour un cabinet d'affaires, Diamantis. Vous le savez, non? C'est une révélation très grave que vous faites. Vous savez ce qu'on appelle un cabinet d'affaires?
Un cabinet d'affaires, c'est une entreprise de prédation. C'est une entreprise de prédation. Et la prédation, au niveau international, est structurée correctement. On connaît comment ça se passe. C'est un classique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, au XXIe siècle, un pays se fait prendre dans la spirale de cette prédation et est pitié de son peuple. Tant que je partage avec le fétiche de guerre qui dit que le Cameroun a un problème, il n'a pas de peuple. Donc, pour vous, monsieur le président, le fétiche de guerre vous dit que le Cameroun a un problème. Il n'y a pas de peuple. Ça fait mal de le dire, mais on vit ça. Parce que si au XXIe siècle, un pays est divisé au niveau où on est aujourd'hui, sur la base que des bandits internationaux ont organisé, on fait un remake, je dis bien remake, et c'est comme un vieux disque rayé qu'on reprend. C'est-à-dire, quand vous avez écouté une chanson pendant très longtemps, là, c'est-à-dire, quand on reprend ça quand même, oh, j'ai entendu ça, c'est pas nouveau pour vous, ça peut créer de la nostalgie, mais c'est pas nouveau. Mais on est même en deçà de ce type de performance, parce qu'il y a des gens qui recyclent une chanson, ça fait plaisir d'entendre. Mais ici, c'est même pas un recyclage. C'est-à-dire que les gars ont ramassé une vieille, c'est-à-dire qu'ils ont repris le même scénario qu'ils font depuis au moins 15 ans, 20 ans en Afrique, à savoir que chaque élection est une occasion pour les cabinets d'affaires et le cabinet national qui les mandate de créer une situation où on va arracher à la signature du président l'octroi des matières premières et des concessions. Mais est-ce qu'on a encore ce niveau? Est-ce qu'un pays comme le Cameroun, avec ces acteurs, ce que vous appelez en politique, là, on devrait encore être à ce niveau? C'est ça le problème. Donc on est dans ce schéma classique, c'est clair. Ce voyou que vous appelez cabinet d'avocat, ce vaurien, ce bandit-là, M. Taleb, mauritanien, qui est incapable d'aller voir ce qui se passe en Mauritanie, un état esclavagiste comme ça, la Mauritanie, il est incapable de voir ça. Mais il vient s'asseoir, il parle du Cameroun, il dit que tu veux mettre des élections, c'est la base de quoi? Il dit qu'il a les PV, il ne monte jamais, il a quel PV encore? Puisqu'on est à monter ça. Il parle de quel PV? Il n'en a pas. Vous avez oublié ce qui s'est passé avec le Nozo? Le Nozo brûle comme ça aujourd'hui, on sait pourquoi. Vous avez oublié? C'était le même schéma. Revendication en apparence très très légitime. Frustration fondée, etc. Mais une chose est que il existe des frustrations fondées. Une chose est que ceux qui en sont victimes décident de lutter contre ces frustrations. Mais autre chose, M. Diengele, est que des entrepreneurs, les prédateurs internationaux, récupèrent vos frustrations, font de ça une bannière, un masque, mais qui va cacher une autre entreprise, qui n'a rien à voir avec la résolution de vos frustrations, mais qui est devenu diviser votre pays, de détruire votre pays, hein, mais plus grave, de vous rendre, vous, qui étiez déjà frustré hier, mais de vous rendre plus pauvre qu'avant, plus malheureux qu'avant. La population du Nozo, qui, dans un contexte de frustration historique, avait vu quand même leur niveau de vie être un des niveaux de vie, un des niveaux de développement les plus élevés du Cameroun, en termes de comparaison entre les régions. Je crois que les 2 régions du Cameroun étaient parmi les 5 régions les plus avancées de notre pays. C'est vérifié, monsieur le président. Très bien. Quel est le niveau aujourd'hui? Ok, d'accord. On veut le changement, on va changer le Nozo, on en a marre, c'est n'importe quoi. Ok, d'accord. Mais au bout de nombreuses années de crise, on est où dans les Nozos? Ils sont devenus plus pauvres. Les populations de Nozo se sont appauvries sérieusement. Plus grave, elles ont perdu leur dignité. Des gens qui avaient des plantations, des gens qui avaient des affaires, des gens qui avaient un statut social, qui avaient des occupations pérennes, qui leur procuraient des revenus, qui stabilisaient leur vie sociale, se sont retrouvés hors de leur lieu de vie pour occuper les emplois les plus indignes. Monsieur, qui en parle aujourd'hui? Qui en parle? Où sont tous ces entrepreneurs du chaos? Au contraire, sur la misère des populations du Nozo, s'est élevée une chrysocratie, c'est-à-dire une élite qui a fait de cette guerre-là, c'est-à-dire une source d'enrichissement personnel. Des villas extraordinaires émergent dans ces régions-là. C'est ça qu'on veut reproduire au niveau national, M. Diengele. Et monsieur le président Banana. Attendez, ne me coupez pas, je vous en prie. C'est ça qu'on veut reproduire au niveau national. Nous devons avoir le courage de dire ça. Même si vous êtes seul, dites-le. Moi, je vais le dire. Moi, j'aime les positions. Moi, j'aime être seul. J'aime être seul dans mes combats. C'est ça qu'on est en train de reproduire exactement au niveau national.
Il y a des frustrations nationales au Cameroun, oui. Le Cameroun n'est pas géré comme il faut, oui. Nos dirigeants nous énervent, oui. Ils font des choses gravissimes, oui. Mais on veut remplacer ceux qui disent qu'il y a changement. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Ce qu'ils mettent dedans, les bandits que vous appelez avocats viennent de vous dire. C'est qu'on met dedans. Exactement ce qu'on a fait au Nozo, c'est-à-dire M. Zulfikar Rachid, cet Indo, ce Pakistano-américain, il a financé ce qu'on a appelé la promotion des droits de l'homme et la défense des droits de l'homme dans les Nozo. En créant les ONG, je répète, en créant les ONG, ONG. Il a financé tout ça. Mais derrière, on a fait signer les Ayoub Taber, toute la bande de là, tous ces gens-là sont allés signer avec M. Zulfikar Rachid. Ils le présentaient sur Internet, ils ne cachaient pas. Ils lui ont cédé tous les droits des matières premières qu'il y a dans cette région. Ça veut dire quoi? On connaît l'état de vos richesses naturelles. On s'en souvient on connaît l'état de votre sous-sol. Kilimanjaro avait revendiqué. L'homme qui est devant vous, j'ai été le premier à mettre ça sur la table. Pour expliquer cette affaire. Donc, il a, ça dit, on connaît vos matières premières. On connaît la richesse de vos sous-sols. On connaît les querelles de famille que vous avez. Monsieur Djengele, si dans ma maison, je m'engueule avec ma femme, si on ne s'entend pas, ça ne vous donne pas le droit de faire des projets pour prendre ma femme, de prendre mes enfants. Je suis un idiot. Ma femme avec, on serait des idiots. C'est parce qu'on se querelle. On oublie nos acquis, le patrimoine qu'on a eu, les enfants qu'on a eu, nos aspirations futures, on oublie ça. Et on permet à ce qu'un étranger, sous prétexte d'être juste, d'être vertueux, dise que maintenant, ok, comme peut-être vous ne vous entendez pas, moi je viens maintenant là, je vais la prendre, je vais me l'encadrer pour toi. Monsieur le Président, vous parlez d'une prédation internationale, soyez un peu plus clair. Je donne les images pour expliquer ça, pour simplifier la compréhension. Puisque quand vous dites international, il y a quand même les pays africains qui sont du côté du Cameroun, qui ont salué la réélection du président. Mais je vais arriver. Je suis en train de poser la On voulait savoir de quelle prédation internationale s'agit-il. Je suis en train de poser, comment on dit, bas la terre. Je pose bas la terre pour que tout le monde voit. Allez-y, monsieur le Président. C'est que je prends l'image de la famille. Le débat est celui-ci. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème chez nous. Mais je dis, est-ce que parce que j'ai le problème dans ma maison, ça vous donne de venir prendre ma femme? Peut-être vous donner quelques conseils. De donner mes enfants. Non, les conseils, ce n'est pas prendre ma femme. Si ce n'est pas la femme, comprends, ce n'est pas le prendre le mari. Vous êtes un démon, vous êtes un sorcier. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, le processus qu'il y a eu dans le Nozo est le même processus qu'on veut étalonner au niveau national. Il n'y a rien de comme ça. Et ce sont les mêmes acteurs. Je dis bien, ce sont les mêmes acteurs. Donc, au Nozo, c'était des marches pacifiques. Très bien. Mais on est passé de marches pacifiques à la guerre. En justifiant la guerre par le fait que le gouvernement a réprimé les manifestations. Vous voyez pas que c'est le même discours, c'est les mêmes choses qu'on vous dit. Ce sont les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on veut régler un problème, mais la solution qu'on apporte aggrave le problème. On passe d'un problème à un chaos, à un désarroi. C'est-à-dire généralisé. Mais si vous voulez soigner un malade et qu'à la fin, vous créez les conditions de sa mort, c'est Djengele, vous allez en prison, vous êtes un tueur. Le rôle d'un médecin, ce n'est pas voulant soigner un malade, le précipiter à la mort. C'est pour ça qu'on parle du bon diagnostic. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut un bon diagnostic. Un bon médecin fait d'abord un bon diagnostic pour qu'il, afin de ne pas être pire que la maladie lui-même. Il faut bien. Or, nous diagnostiquons mal le problème. Une fois qu'on les a mal diagnostiqués, parce que nous reprenons en nos comptes les récits qu'on a déjà préparés dans les officines internationales, droits de l'homme, frustration, liberté, des bêtises là, on diagnostique mal et nous venons avec les mauvaises solutions. Pourquoi? Parce que quand on fait cette solution sans approfondir l'analyse de celui qui est en face de vous, vous arrivez dans des déconvenus gravissimes. Ceux qui ont dit qu'ils vont libérer les populations anglophones, entre guillemets, est-ce qu'ils avaient mesuré la capacité de résistance de l'État camerounais par rapport à leur pari international? Bon, évidemment pas, puisque jusqu'à présent, le nord et le sud sont des régions de la République du Cameroun. Très bien. Vous osez donc croire qu'on peut tolérer donc à la bande à Tiroma de reproduire donc les emplois du Nozo au niveau national sous prétexte d'avoir gagné une élection? Encore plus grave, sur le rythme sur la dynamique, sur le rythme d'une autoproclamation qui relève simplement du banditisme à l'état pur. Je dis bien du banditisme à l'état pur, parce qu'il n'a pas gagné.
Il ne peut pas avoir gagné, puisque lui-même, les chiffres qu'il a mobilisés, le condamnent. Je ne parle même pas du Conseil constitutionnel. Ça commence là. Il faut que M. Tiroma et sa bande retrouvent le chemin du respect de la légalité, tel qu'ils l'ont enseigné au Camerounais. Ça fait très très longtemps, quand ils jouissaient encore des privilèges du gouvernement camerounais, pour ne parler que de ça. Donc, voilà la base du débat. Si on parle de là, on comprend très bien le reste qui se positionne. On comprend donc les histoires de Villemot. Dans les Villemot, tout ce que j'appelle la Villemot, c'est quoi? C'est la fuite en avant. C'est une forme de désobéissance. Non, c'est pas ça que le problème. Le principe même de cet appel au Villemot, c'est quoi? Fuite en avant, passage d'un plan A à un plan B, puis le même contient un plan C. C'est-à-dire, on monte en gradation dans la folie, dans la haine du pays, dans la volonté de détruire. On est drogué. C'est-à-dire, on est dans un engrenage on appelle ça, de haine, parce qu'on n'accepte pas qu'on ait pu échouer dans son entreprise. Donc, on fait feu de tout bois. C'est ça qu'il s'agit. Des armes qu'on a arrêtées, tous les gens qu'on a arrêtés avant les élections, après, de l'argent, après qu'on a arrêté, etc., etc. On continue. On continue. Maintenant, la ville morte, c'est l'autre étape. Est-ce que cette dynamique ne vise pas à ressusciter les fantômes du coup d'État de 84, Monsieur le Président? Il y a tout ça dedans. Puisque dans le storytelling, dans les phases de storytelling, on commence à ressortir ce qui s'est passé en 84 en présentant M. Tiroma et tous ceux qui étaient dans ce coup d'État comme étant des victimes d'un régime sanguinaire. Donc, une fois de plus, même méthode, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas eu coup d'État. Même s'il y a eu un coup d'État, c'est moins grave. Ce qui est grave, c'est la répression. Même logique, le coup d'État n'est pas grave. C'est pas grave parce que, oui, bon, le président n'est pas mort. Mais on ne mesure pas que ce qui serait arrivé si le coup d'État avait réussi. On oublie ça, non. Non, d'ailleurs, le coup d'État était une bonne chose parce que les guérandiers consorts étaient des visionnaires. C'est la répression, entre guillemets, d'après eux, qui est dangereuse. Mais vous savez, le sens de l'État nous retient encore. Le sens de l'État retient les gens comme nous. Parce qu'à ce jeu-là, on peut rappeler, on va remonter aux années 60, jusqu'à l'arrivée du président au pouvoir. On va voir si les gens ont le courage d'assumer ce qu'ils ont fait quand ils étaient au pouvoir. Il faut faire très attention avec le jeu qu'on veut jouer là. Donc j'ai dit bien que le sens de l'État, nous on ne va pas le suivre dans ça. Mais on dit, il faut vite arrêter ça. Ça n'a rien, il faut vite arrêter ça. Faut vite, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas. Donc, on est dans ce registre-là. Et ce registre-là n'est pas anodin. Hein. Lui-même, ça rentre dans une grande dynamique qui a même maximisé la possibilité d'un génocide au Cameroun. Parce que, monsieur, les villes mortes ne tombent pas du ciel. Avant ça, vous avez oublié les appels au meurtre, les appels à la guerre ethnique. Carrément, ces gens ont créé les conditions qui ont débouché au génocide au Rwanda, à partir d'un pays étranger, qui les protège, des pays étrangers européens, Allemagne, France, Espagne, etc., qui les protège. On a tout fait pour que les Camerounais se déchirent entre eux. Donc, le programme est élaboré. Génocide, etc. Génocide, comment on dit ça? Attaques armées, assaut sur les villes, etc. Tout ça a été programmé, ça a été bien élaboré. Et la haine des Camerounais les uns les autres, sur la base du tribalisme, abus génocidaire, ça a commencé depuis combien d'années? C'était structuré depuis combien d'années? Et c'est maintenant que vous voyez, depuis que je parle d'ici, d'une armée numérique organisée et préparée par la France pour ce dessin depuis les années, mais c'est maintenant que les gens comprennent. C'est maintenant que vous comprenez quand on arrive à l'ultime ratio de ce pourquoi tout ça a été multiplié. Monsieur. Voilà pourquoi, dès le 12 soir, j'ai dit le Cameroun est en guerre. Je ne parle pas d'élection. J'ai dit le Cameroun est en guerre. Ok. Qui peut encore se mettre devant nous pour dire que, monsieur, c'était des histoires? Qui peut encore oser le dire? Donc, la preuve morte, c'est la continuité. On va une espèce de jusqu'au-boutisme qui a pour illusion, une fois de plus, de ramener à la table de négociation le président Biya, avec les parrains de M. Tiroma et sa bande. C'est ça le but de l'affaire. Ramener sur la table, imposer au président Biya un dialogue, évidemment, en dehors des intérêts du Cameroun. Un dialogue dans le but de sauvegarder son pouvoir. Simplement, ok, nous on te reconnaît comme président, on va te féliciter. Je l'ai déjà dit, donne-nous ceci.
C'est ça, dit Madame Diba. Ce n'est pas autre chose. Tout ce qu'on peut faire, il faut aller jusqu'au bout, tester l'endurance des Camerounais, les épuiser, en espérant qu'ils vont craquer. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu merci. Nous tenons bon jusqu'à présent. Monsieur le Président, nous allons évoluer avec un autre fait majeur qui a marqué les sorties notamment des autres figures imminentes de notre société. Il s'agit d'une figure ici traditionnelle, à l'instar de M. Sokoudjou. Mais avant d'arriver, je vous en prie, si vous Oui, permettez. Mais il faut même parler des villes mortes là, en soi. Je pense que, je ne sais pas si c'est prévu devant, mais... Bon, nous avons prévu à la fin de faire le point de ces villes mortes, Monsieur le Président. Très bien, d'accord. Pour sortir avec une note d'espoir. Je vous en prie. Donc, on disait donc d'ailleurs qu'il y a eu des sorties, notamment celle du roi Sokoudjou, le roi de Bamenjo, qui, dans sa sortie, il déclare, je cite, « Pauvre Cameroun, ce pays pour lequel j'ai tout donné depuis 1955, je pleure les larmes, les larmes descendent dans mon ventre, car j'estime qu'il mérite mieux. » Parlant ainsi de la situation, de la crise qui traverse notre pays. Il dit, je continue, à vous qui tenez encore les manettes de la gouvernance de ce pays, je vous invite à un minimum d'humilité, de respect vis-à-vis de ce peuple dont vous avez la charge. Regardez jusqu'où votre arrogance, votre mépris, votre zèle ont conduit tout un pays. Le peuple se sent trahi, abusé et abandonné. Et le résultat est ce ras-le-bol manifesté depuis 72 heures. Mettez de côté votre orgueil et ayez une oreille attentive aux cris, aux pleurs du peuple qui ne demande qu'un meilleur vivre et la vérité. Monsieur le Président, il continue en disant « La guerre du Nozo nous édifie à suffisance sur les conséquences de l'arrogance, du mensonge, du mépris, de la condescendance. Le Cameroun ne peut plus se permettre un nouveau front, car il n'y a aucun honneur à avoir une victoire sur son peuple en exerçant la force, la répression et les arrestations. » Il continue, il termine en disant que les dieux de nos ancêtres veillent sur le Cameroun, apaisent le cœur de chacun et donnent la force de mettre le Cameroun au-dessus de vos intérêts égoïstes. Monsieur le Président, s'adressant ainsi au régime, qu'est-ce qui fait la spécificité de cette nouvelle sortie de M. Sokoudjou, du roi Sokoudjou? Elle est nouvelle pour nouvelle, elle n'est pas nouvelle, puisque ça s'inscrit dans une continuité en termes d'options de la part de Sa Majesté Sokoudjou, d'options et d'engagement politique. Si vous suivez ces déclarations depuis des années, il est dans cette constance. Nous avons déjà démontré qu'il faut avoir du respect pour M. Majesté Sokoudjou pour ce qu'il incarne au niveau de la tradition. Je ne vais pas entrer dans les détails. Bon. C'est un chef qui est respecté à l'Ouest. En tant que chef traditionnel, nous respectons ça. Mais sur le plan politique, il est dangereux. Il est dangereux pour notre pays. J'ai déjà démontré la dernière fois. Je vais continuer dans ce sens. Parce que, regardez les liens qu'il fait. Quand on fait les liens avec le Nozo, par exemple, vous voyez qu'il y a un parti plus clair. Comment Sa Majesté Sokoudjou analyse le Nozo? Du point de vue des parrains étrangers. Du point de vue de la prédation internationale. Il n'analyse pas le Nozo dans le sens d'aller dans la profondeur du problème. Pareil pour cette crise, pour la situation, pour cette entreprise de destruction de notre pays, pour ce coup d'État. Comment est-ce qu'il analyse une fois de plus? Regardez cet élément d'analyse. Il est la même analyse que la prédation internationale et leurs agents locaux. Ce qui veut dire que Sa Majesté Sokoudjou est un agent. C'est un agent organique des ennemis du système de prédation internationale contre notre pays. Évidemment, sous le couvert de l'autorité qu'il incarne, et l'aura, entre guillemets, de son autorité traditionnelle, il se permet de jouer à ce jeu en mobilisant les affects, les éléments de la compassion, de l'émotion. Vous êtes contre le peuple, vous êtes ceci, etc. Il y a tout ça. Aujourd'hui, c'est une mode, hein, si vous voulez être un héros, puisqu'il y a
une usine à fabriquer les héros et à décerner les certificats de loyauté, d'honnêteté, d'amour du peuple, certificats de, comment on dit ça, décernés par les nouveaux patrons autoproclamés du Cameroun, c'est-à-dire ces influenceurs de pacotille, ces influenceurs. Donc, ce sont eux qui disent maintenant au Cameroun ce qui est bon, qui est un bon monsieur, qui est gentil. Or, nous savons aujourd'hui qui est derrière ces influenceurs. Nous connaissons la machine intellectuelle qui est derrière ces influenceurs. C'est tout ce qu'il y a de plus abject. Je répète, c'est tout ce qu'il y a de plus abject. Il y a longtemps, je vous ai dit la semaine dernière, je crois quelques jours, que normalement on ne parle plus de Tiroma et sa bande. C'est fini, puisque les patrons sont sortis. Or, la démarche des patrons de ce genre, c'est-à-dire la démarche de ce qu'on appelle la communauté internationale autoproclamée, la sortie de la France, la France, le Canada, les États-Unis, l'Union européenne, et ça on ne les connaît pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus abject en termes de respect de principe, en termes de promotion de la morale, en termes d'éthique, qu'est-ce qu'il y a de plus abject que le comportement de ces gens dans nos pays? Donc, vous voyez très bien que M. Magistrat Sékou est un agent organique de ce système-là. Donc, on a pris sa figure, on met devant, comme ces gens cherchent des figures, et comme lui, il a accepté de jouer son rôle, on le met en avant, il est à fond dans ça, en croyant qu'il va impressionner les naïfs. Monsieur le Président, permettez-moi. Je voudrais terminer concernant son cas pour dire qu'un vrai chef traditionnel ne parle pas comme ça à un autre chef. Là, nous sommes dans les arcanes, dans les codes secrets non dits de ce qu'on appelle le pouvoir, qu'il soit traditionnel, qu'il soit moderne. Quand vous êtes un chef d'État, vous savez que vous ne parlez pas n'importe comment à un autre chef d'État. Peu importe dans quelle situation il se trouve. Combien de fois, monsieur, comme ça me fait ce que quand il s'adresse à l'autorité de notre pays, oublie ces principes, ces codes-là, qu'il connaît d'ailleurs très bien. Et quel code, monsieur le Président? Un chef ne parle pas comme ça à un autre chef. Surtout un chef qui lui est supérieur. Qu'est-ce que vous croyez? Vous voulez reprendre on n'a pas suivi, il y a une ancienne là, il y a une ancienne qui circule de sacraliser certaines autorités traditionnelles, surtout de l'Ouest, dont M. Sékou. Il y en a quand même dit qu'il est même supérieur au président. Il y en a qui laissent courir ça, qu'il a une autorité traditionnelle, n'importe quoi. N'importe quoi. Je ne reviens pas sur un ensemble de principes qui devraient nous ramener à ce qu'on appelle parallélisme des formes, etc. C'est-à-dire que si tu penses que la démocratie est une bonne chose, il y a longtemps que je ne veux pas revenir là-dessus, il faut le pratiquer dans nos villages directement. Mais est-ce qu'il est interdit aux chefs au Cameroun d'être les acteurs politiciens, veut dire? Dans ce cas, c'est d'être chef. Vous démissionnez, vous créez un parti. Qu'on ne nous intimide pas en mettant en avant la casquette d'autorité morale. C'est le problème que j'ai. Mais tu peux dire tout ce qu'il veut. Mais il peut le dire en disant que bon, à ce moment-là, ce n'est pas le chef qui parle. Parce que quand on mélange les deux, je fais comment alors pour distinguer le chef, cette figure historique de notre tradition, je fais pour le distinguer de ses positions politiques. Parce que moi, c'est quelqu'un qui a du respect pour sa maîtresse Sékou. J'ai toujours du respect pour lui par rapport à ce qu'il est censé incarner. Il n'y a pas dit qu'il est le meilleur chef. Non, je dis qu'il incarne quelque chose. Nos traditions, peu importe l'état dans lequel celle-ci se trouve, il incarne ça. Il est une des figures. Je n'oublie pas son passé épiciste, entre guillemets. Bon, quand maintenant il sort, il prend des positions comme ça. Si moi je ne suis pas d'accord avec lui, comment je fais pour gérer la complexité qu'il y a entre le respect que j'ai à l'autorité morale qu'il est et les positions politiques que je ne partage pas? C'est compliqué pour moi. Imaginez donc pour le reste de la population. C'est là où il y a manipulation. Monsieur le Président Panagui, vous l'avez taxé d'un agent organique du système. C'est un fait, c'est objectif, ces positions le démontrent. Est-ce dans sa sortie pour donner une forme de caution morale? Mais c'est ça pourquoi il parle. Il n'est pas le seul chef à l'Ouest. Il a dit qu'il a beaucoup donné pour le Cameroun. Est-ce qu'il est le seul chef à l'Ouest? Bon, chacun peut dire qu'il a beaucoup donné pour le Cameroun, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il est le seul chef à l'Ouest? Je pose la question. Est-il le seul chef à l'Ouest? Peut-être le chef Bamoun n'a-t-il pas une autorité historique liée à l'ancienneté de la chefferie Bamoun? Si on prend le cas de la chefferie Bamoun, il y a d'autres chefferies à l'Ouest. Hein. Pourquoi? Il n'y a pas le fait du hasard. Il n'y a pas le fait du hasard. Et il y a même des conflits à l'Ouest. C'est même les chefferies traditionnelles. Ça me fait ce coup, je ne parle pas comme il parle là.
il y a des conflits à l'ouest. Et ces conflits sont nombreux, hein, sont très nombreux. Conflits qui sont liés à la légitimité réelle des chefferies. Il ne dit rien. Je vous le dis parce que j'ai dit ça. Moi, je me suis investi dans ces combats-là pour soutenir comment on dit ça, le respect de la continuité de la chefferie traditionnelle à l'Ouest. Continuité dans le sens de l'authenticité, de légitimité. Je l'ai fait. Pas pour une seule chefferie à l'Ouest, j'ai fait pour beaucoup de chefferies à l'Ouest. Sa Majesté Sékou le sait. C'est mon vision, il le sait. Mais c'est quoi cette affaire, cette rhétorique-là, comme ça dit que, vraiment, ça dit que c'est. Mais regardez ça. Est-ce qu'on peut réduire des conflits de ce niveau à ce type de rhétorique? Mais ça c'est ce que je ne connais pas la prédation internationale et le poids de cette prédation sur nos pays, à tout point de vue, il ne le sait pas. Bon, je sais que la route de la chefferie, financée par la France, est passée à l'ouest. Je peux comprendre certaines choses. Mais il sait très bien ça. Il sait très bien ça. Donc, c'est ça qui est inacceptable. Le mélange qu'il y a entre l'autorité morale qu'il incarne et ses prises de position. On ne sait pas comment on fait pour faire la part des choses. Et vous ne pouvez pas faire la part des choses. Donc, à partir du moment où il prend des positions politiques, j'oublie qu'il est Sa Majesté Sékou. Je dis ce que je pense par rapport à ces positions-là. Elles sont celles d'un agent organique du système néocolonial dans son ensemble et de la prédation internationale contre notre pays. De ce point de vue, ces sorties sont dangereuses pour notre pays. Monsieur le Président, à vous entendre, on dirait que vous le taxez de quelque chose dont nous voulons découvrir. Par exemple, vous avez dénoncé avant les élections, lorsqu'il a reçu les présidents Issa Chiroma et Bello Bouba, avant les élections, nous précisons, vous avez d'ailleurs dénoncé qu'il se construisait un axe nord-ouest. Est-ce que la figure de M. Sékou voudrait incarner une certaine figure, une certaine caution traditionnelle à cet axe nord-ouest? Depuis le décès, père son âme, du cardinal Toumi, il y a une place vide que certains veulent occuper. Donc vous estimez que par le passé, c'est le cardinal Toumi qui assurait ces... Je n'estime pas, c'est un fait. Tout le monde pourrait aller se réfugier chez qui? Je sais que le cardinal Toumi, père son âme, je ne vais pas revenir sur les choses, il a dit le contraire, il n'est plus là. Mais le vide est là et certains veulent occuper ça. On parlera d'un autre prélat, oui, à la longue Europe. On parlera d'un autre prélat à la longue Europe. Chacun veut écouter. Ce vide-là, il dit chacun est content c'est très flattant pour une autorité de recevoir des acteurs politiques qui se souviennent de lui tous les 5 ans ou tous les 7 ans à la veille des élections. C'est très flattant, il défile chez lui, etc. Hein? Bon, ça donne les idées, ça peut animer des ailes. Mais je peux vous dire, sauf pour les naïfs, les hommes politiques ne vont pas chez n'importe qui par hasard. Ne croyez pas que c'est seulement une affaire d'influence. Je vous dis qu'en termes d'influence, vous avez des chefs très influents à l'Ouest. Pourquoi c'est lui qu'on va chez lui? Non, ce n'est pas le hasard. Ce sont des codes. C'est bien codé. Nous restons donc sur les sorties des autorités morales, Monsieur le Président Banakani. Mais cette fois-ci, c'est une autorité religieuse, catholique, très connue. C'est Monseigneur Cléda qui a fait... Depuis que nous menons le combat panafricaniste, nous n'avons jamais reçu le soutien de Sa Majesté Sékou. Je voulais rappeler simplement ça. C'est noté, Monsieur le Président. Bravo. Donc, Monseigneur Cléda, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le jargon catholique. Appelez-le comme vous voulez. Il a donc fait une sortie, Monsieur le Président. Ça a été reçu dans le milieu chrétien et au-delà comme une bombe. Et j'aimerais soumettre à votre attention quelques extraits que vous allez analyser pas à pas. Dans sa déclaration, Monseigneur Cléda a commencé par un verset biblique qui dit « Un cri se lève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée, car ses fils ne sont plus. » Ça sont les premiers mots, je veux dire, de Monseigneur Cléda au début de sa déclaration, Monsieur le Président. Vous qui avez fréquenté les milieux dits religieuses, comment est-ce que vous comprenez ce verset au début de la déclaration de M. Cléda? Chacun fait d'un verset ce qu'il veut. Hein.
Oui, le propre d'un verset, oui, c'est que chacun peut en faire ce qu'il veut. D'abord, c'est un verset biblique comme d'habitude, détaché de son contexte, à tout point de vue. Maintenant, vous ne pouvez pas reprocher à M. Cléda de refuser le droit de manipuler les versets comme il veut, puisqu'il va vous rappeler, il est monseigneur, il est archevêque. Et en tant que membre d'une église qui dit qu'elle a l'expertise, elle a le monopole de l'interprétation de tout ce qui est lié à Jésus-Christ. C'est ce qu'ils disent, hein? Ils ont le monopole, ils sont le garde du dépôt sacré. Donc à partir du moment où c'est comme ça qu'ils se sont autoproclamés, vous n'allez pas refuser à un sous-prince de cette église-là d'utiliser un verset biblique comme il veut. Simplement, ben, si on veut fouiller un peu, quel est le rapport entre les versets qui ont trait à la situation au pleurs, à ce qui s'est passé à Rama, Rachel qui pleure ses enfants et la situation camerounaise? Comment la transposition se fait? Il faut aller examiner ce verset-là. Ça n'a rien à voir de manière fondamentale. Ce n'est dans la transposition. Est-ce que vous pouvez examiner Rachel, c'est quoi? C'est Hérode, le roi Hérode, très inquiet de la venue d'un autre roi, Jésus-Christ. C'est dans le contexte biblique, hein. Jésus-Christ. Il a reçu les rois mages. Il leur a dit de venir, après qu'ils aient visité Jésus, de venir aussi lui donner la nouvelle pour que lui aussi aille lui rendre les hommages. Mais divinement averti en songe, les rois mages sont repartis sans passer par lui. Parce que Dieu connaissait les intentions d'Hérode. Dans sa colère, il a décidé d'assassiner tous les enfants qui avaient 0 à 2 ans, en estimant qu'en le faisant, il ne devait pas rater d'une manière quelconque d'en finir aussi avec Jésus, Jésus enfant. C'est dans ce contexte qu'il y a les pleurs de Rachel à Rama. Est-ce que c'est la situation camerounaise? Est-ce que la transposition est possible? Ben, c'est possible dans la tête d'un archevêque, M. Cléda. C'est très facile dans sa tête. Puisqu'on sait qu'il est, on reviendra. C'est le personnage, c'est qu'il vaut. Pour ceux qui sont informés, qui ont de l'information sur le comportement de certains membres du clergé au Cameroun, on sait ce que vaut M. Cléda. Donc, c'est très facile pour lui de faire ce genre de transposition parce qu'il cherche à tout prix quelque chose. Il est dans un rôle, il est dans une mission. Donc, il faut qu'il fasse des transpositions qui n'ont même rien à voir fondamentalement avec le sujet, avec la signature biblique qu'il a apposée dans son allocution, pour introduire son allocution, pour fonder son allocution. Donc, je vous demande vous-même, quand vous lisez le verset, la transposition est fondée sur quoi? C'est quoi la transposition? On va très vite. Pour ceux qui ne prennent pas le temps de se livrer à quelques entreprises exégétiques, de ce point de vue-là, c'est très facile de croire que c'est l'archevêque qui a parlé. Donc, on est là dans le sens même profond de ce verset-là. Et toute la charge théologique qui a vocation à impressionner et à influencer les fidèles, qui, eux, n'ont pas le capital nécessaire pour se livrer à de l'exégèse, le tour est joué. Le tout est joué. Donc, le régime, c'est Hérode, qui tue les enfants de Rachel, qui a assassiné en masse. Et Rachel pleure. Ce n'est pas le cas. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que le bébé Jésus avait fait? Rien. Le seul crime de Jésus, c'était d'être né roi et de menacer de ce fait le trône d'Hérode. Est-ce le cas avec ce qu'on appelle les manifestants? Sont-ils restés chez eux? Ont-ils été visités par les rois mages? Restés chez eux, visités par les rois mages, et ils sont allés voir Paul Biya la nuit. Ils devaient aller le voir. Après, ils sont pas allés voir le président. Le président, dans son courroux, a dit à l'armée, allez me tuer tous ces gens-là. Parce que les rois mages ne sont pas venus me visiter. Et ça, c'est le même cas. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes dans la haute manipulation. Nous sommes dans l'imposture théologique. J'allais m'ajouter apostolique. J'allais m'ajouter même prophétique. Ils se revendiquent tout ça pour justifier leur action. On est dans l'imposture. C'est de l'imposture. Prenez les versets liés à cette situation. Que les gens prennent ça pour lire, c'est pas compliqué. Hein? Hérode le roi mage, chacun peut aller voir ça dans la Bible. Lisez. Vous allez voir que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous avez un roi qui, n'est-ce pas, reçoit la visite des rois mages. Hein? J'ai appris qu'il y a un roi qui est né, etc. Regardez bien la démarche. Et le peuple n'est même pas au courant. Mais maintenant, qui veut manipuler le roi mage, disant que bon, ok,
Le roi Hérode, dans sa perfidie et sa méchanceté, Jésus l'appelait renard. Donc, dans sa perfidie et sa méchanceté, il veut manipuler le roi mage pour dire que bon, allez voir, quand vous allez revenir, moi aussi je vais aller le visiter. Mais comme Dieu connaissait les intentions d'Hérode, il va dire au roi mage à leur retour de passer par un autre chemin. Le roi va se mettre dans une colère terrible. C'est comme ça qu'il va quasiment génocider les enfants de 0 à 2 ans. Mais je vous dis, est-ce la même chose? Monsieur le Président Manakani. Non, je vous démontre que là, d'abord, ce n'est pas la même chose. Vous savez, on nous a appris en rédaction, hein, dans les classes secondaires, si un sujet est mal introduit, il est déjà faussé. Si un sujet est mal introduit, la suite, ça dit que c'est clair. Faux. On est dans le faux théologique. Le faux à tout. Le reste là, on va voir que ça ne vaut absolument rien. C'est du clé à tout faire. Attendez, c'est du clé à tout faire. Donc, à partir de on est d'accord là-dessus que il y a une transposition manipulatrice. Mais on sait, ça suffit à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce clé-là. Est-ce que oui ou non, il y a une transposition manipulatrice? Oui, c'est pas la même chose. Les gens que M. Cléda prétend avoir été tués ne sont pas restés chez eux. Et on a envoyé les gens les chercher pour les tuer. Ça s'est passé dans le cadre d'une ville qui a subi l'assaut de hordes de terroristes. Les mots ont leur place. Hordes de terroristes qui, revendiquant, disant que Jérôme est président, ont fait ce que tout le monde a vu. Ont voulu envahir les commissariats pour prendre les armes, ont brûlé, ont cassé, ont failli porter atteinte à la vie de Madame le maire de la deuxième, Madame Fampou. Sa maison a été saccagée, etc. Nous savons tout ce qui s'est passé dans cette ville. Personne ne voulait plus mettre les pieds dehors. La terreur s'est imposée dans la ville. Jésus n'est pas venu avec la terreur. Jésus est venu avec la terreur. C'était un bébé. C'était un enfant. Dans une étape. Les gens viennent avec la terreur. La peur. Monsieur Claude a dit que il transpose, ça devient une affaire biblique. Deuxième chose, vous allez arriver. Dans son discours, là, peut-être vous allez revenir, il y a toujours cette allusion à l'église qui est près des pauvres. Pauvre comme Jésus. Jésus n'était pas pauvre. Jésus, dans le contexte biblique, Jésus n'a jamais été pauvre. Nous voulons rappeler, Monsieur le Président, si vous me le permettez, qu'il s'adresse aux prêtres, aux religieux et religieuses, aux fidèles laïcs et aux âmes de bonne volonté. Alors, ça veut dire quoi? Et puis sur quel sujet? Pourquoi c'est rendu public? Ça ne pas à eux. Non. Ça, c'est le décor pour l'affaire. Ce n'est pas le décor pour l'affaire. Il parle aux Camerounais. Il parle au monde entier, la question camerounaise. Avant d'arriver sur la caricature de la pauvreté dans les catholiques, c'est dit être... Donc, déjà là, on est dans la pure manipulation. Oui, j'aimerais donc soumettre, Monsieur le Président. Il y a un ressenti quand même qui ne fait que monter depuis quelques jours, ou du moins depuis la sortie de Cléda. Certains Camerounais pensent que c'est une incantation et ils font le lien avec les différents versets dont Netanyahu a souvent eu à citer chaque fois que Israël allait bombarder la Palestine. Ouais. Est-ce que vous partagez cette avis? Bien sûr. D'abord, c'est dans la pure tradition de l'Église catholique. L'Inquisition a été faite sur la base de quoi? Vous connaissez l'Inquisition? Millions de morts. L'esclavage a été fait sur la base de quoi? Quand des éléments de l'Église catholique ont légitimé l'esclavage, avec les bulles des papes, etc. C'était sur la base de quoi? Donc nous sommes en face d'une caution morale génocidaire qui s'est préparée. Les croisades, sur la base de quoi? Toutes les escroqueries foncières qui ont été faites en Afrique partout, c'est sur la base de quoi? Toute la guerre qu'on a lancée contre les dirigeants UPC dans ce pays, dans les années de lutte pour l'indépendance, c'était sur la base de quoi? Ça a toujours été la manipulation des versets bibliques à l'image de M. Netanyahu. Voilà. L'exemple, ça marche très bien. Ça marche très bien. Monsieur le Président, il est important de rappeler ça. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'a dit. Hein. La Bible dit que qui se déguise en ange de lumière? Le diable, voilà. Donc ce n'est pas tout ce qui brille. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est divin.
Monsieur le Président, nous devons rappeler que M. Issa Chiroma est d'obédience musulmane et le maître est catholique, plutôt chrétien. Mais on ne comprend pas cette accointance, alors qu'il devrait soutenir le président Paul Biya, qui était d'ailleurs d'obédience catholique, je crois qu'il est encore d'ailleurs. Mais comment comprendre ce paradoxe-là qui se crée? Parce que quand on évoque Israël et tout ce que cela suppose, et on voit cela, M. Issa Chiroma, qui se revendique être le libérateur du Cameroun, il a dit que c'est une mission divine qu'il doit accomplir à tous les prix. Monsieur le Président, c'est la complexité de ce combat. Nous voulons mieux comprendre ces faits et gestes. Bon, vous êtes peut-être très jeune encore, mais je sais que vous travaillez beaucoup pour apprendre l'histoire du Cameroun. L'Arsenal Sud a toujours été une alliance entre chrétiens, entre guillemets, et ce que vous appelez musulmans. Voilà. C'est une alliance chrétienne, musulman, etc. C'est un mélange de choses. Et puis le catholicisme qui a longtemps régné ici à l'époque, c'était un catholicisme français. La fille est née de l'église catholique. Donc, il y a tout, c'est un mélange, il faut faire attention. Où se croise tout ça. Alors, bon, il faut bien, c'est pas nouveau. Vous savez, les divisions religieuses, de manière fondamentale, c'est réservé aux naïfs, à ceux qui sont en bas. Entre eux, en haut, là, ils savent s'arranger. En haut, ils savent toujours s'arranger. Quand il est question d'argent, quand il est question d'intérêt, ils savent s'arranger. Vous savez, Netanyahou génocide, pourquoi Gaza? Aujourd'hui, on sait pourquoi. La nappe de gaz qui est en bas. Et le monde entier, ils sont là, chacun est là pour partager ça. Chacun guette. Donc c'est comme ça, donc ils s'arrangent très bien. Ne vous fiez pas à ce type de division. Elles sont purement artificielles pour le cas précis. Voilà. Vous êtes en train d'expliquer, Monsieur le Président, le deuxième élément de la manipulation de la sortie de M. Kileda. Est-ce que vous pouvez poursuivre? Oui, c'est-à-dire que la tendance à vouloir toujours, il suffit qu'on dise qu'on est pour les pauvres, manipuler ce statut que Jésus était pauvre, et puis le catholique est à côté des pauvres, etc. Il faut arrêter ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'Église catholique est très riche. C'est un des empires les plus riches de l'histoire de l'humanité. Nous allons non plus avec les extraits de J'arrive. Non, j'arrive. Il faut rappeler ça. Il est difficile pour un empire très riche comme l'Église catholique de dire que on est à côté des pauvres. Et pourquoi vous traitez l'Église catholique d'empire, Monsieur le Président? C'est un empire. Ce n'est pas un empire. C'est un empire. C'est un empire religieux, puissant. En plus, c'est un État. C'est un vrai empire parce que le pape, il est chef religieux et chef politique. J'espère que vous le savez. Donc, on a fait un véritable empire. Un empire particulier. Empire là, c'est un empire particulier où le temporel et le spirituel et le religieux se fondent dans un mélange, fusionnent dans un mélange très compliqué. Très compliqué. Donc vous et moi, en tout cas, la réalité de ce mélange-là nous échappe à tous. Donc le magistère, là, c'est le pape qui gère ça. C'est un empire. C'est un empire. Donc il est très difficile de nous faire croire que cet empire-là a un amour particulier pour les pauvres. L'empire est riche, oui. Le catholique est très riche. Elle est dans toutes les affaires matérielles et financières de ce monde. Elle est à fond dedans. Elle est riche. Bon, moi je vous demande donc, c'est-à-dire que ce jeu où on voit des prêtres, des archevêques, tout ça, simuler le pauvre, jouer à la pauvreté, est très suspect. Très, très suspect, relève de la manipulation. Pourquoi? D'abord, Jésus n'était pas un pauvre. Il faut faire attention. Il s'est fait pauvre, mais il n'était pas un pauvre. Du point de vue même biblique, c'est pas la pauvreté. Du point de vue de la Bible, la pauvreté, ce n'est pas le dénuement matériel. Il faut faire attention. Jésus était aussi l'ami des riches. Matthieu était riche. Zachée était riche. Joseph d'Arimathie était riche. Jésus était aussi l'ami des riches. Mais nous voyons au Cameroun l'Église catholique dans les œuvres sociales, Monsieur le Président. Ils ont des écoles. Je ne parle pas de la... Jésus n'était pas un philanthrope. Jésus pratiquait l'amour. Je dis que restons dans leur contexte. Hein. Jésus, c'était l'amour. C'est pas la philanthropie, c'est pas l'amour. La philanthropie, c'est exploiter la pauvreté des pauvres pour s'enrichir. C'est rendre les pauvres encore pauvres en faisant semblant d'être près d'eux pour s'enrichir. Il n'y a pas meilleur spécialiste de cette affaire-là que l'Église catholique. Est-ce que nous pouvons... Vous voulez qu'on parle des coûts
d'accès à leurs écoles, à leurs universités, à leurs institutions. Ça parce que sur 100 000 personnes, on fait semblant de penser la pauvreté, penser P-A-N-S-E-R, penser, de penser, mettre les pensements sur la misère de 10, 20, 30 personnes, qu'on a de la compassion, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, Jésus s'est dépouillé totalement. Est-ce que l'Empire là peut se dépouiller pour les pauvres? Est-ce qu'elle peut se dépouiller pour les pauvres? je ne peux pas répondre, monsieur le président. Non, vous ne pouvez pas répondre, je vous donne des faits. Je vous donne des faits. Un des plus grands propriétaires d'or du monde, c'est l'Empire catholique. Donc, Monseigneur Keda serait donc le politicien métropolitain. Vous avez compris. Donc, à partir du moment où nous démontrons que la pauvreté vulgaire, telle que les gens l'entendent, n'a rien à voir avec la pauvreté spirituelle si chère au Christ, on comprend qu'on est dans la manipulation. Nous allons continuer avec l'extrême, monsieur le président. Voilà, il faut faire attention à ça. Il y a cette manipulation-là qui est fondamentale. Parce que ça, on est dans un contexte où la colère sociale, les conséquences de l'irresponsabilité de nos dirigeants ont poussé beaucoup de nos citoyens dans le désespoir. Et il suffit d'être quelqu'un qui sait écouter. Il suffit d'avoir les postures catholiques là. On fait semblant d'écouter, de vous recevoir. On croise les mains comme ça. On vous reçoit avec la soutane. Vous croyez que vous avez affaire à des gens vraiment remplis d'amour, ils sont au service des pauvres. Ce sont des histoires. Ils n'ont jamais été au service des pauvres. Il faut dire la vérité. Ils n'ont jamais été. Ils font sinon qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Ne venez pas leur servir ce genre de choses. Nous, on ne peut pas laisser faire ça. Monseigneur, on n'est pas là dans la défense du peuple. On n'est pas là dans la défense des pauvres. On est là dans une dynamique de conservation, de défense et de promotion des conquêtes, des gains catholiques longtemps accumulés. C'est tout. Monseigneur Cléda a quand même parlé d'un taux de chômage général actuel qui est estimé à 74%. Selon lui, ses sources, c'est le Centre d'études stratégiques d'Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce taux de chômage, monsieur le président Malakani? C'est quand même exorbitant. Un pays à 74% de taux de chômage. Là encore, il y a la manipulation des chiffres. Allez consulter les chiffres officiels du chômage au Cameroun. Allez consulter les chiffres de l'Institut national de la statistique au Cameroun. Vous allez voir tout ça dedans. Vous allez voir comment ils manipulent, n'est-ce pas, des données générales, comment ils les manipulent en lieu et place des données, comment on dit ça, des données, des détails précis sur des catégories de chômeurs. Comment lui, on mélange les données générales sur la question du chômage en lieu et place des données spécifiques liées aux catégories de chômage. C'est une honte. Nous sommes une plateforme très sérieuse, monsieur le président. C'est une honte. Il est important pour nous de quand même. Je peux vous donner les chiffres. De poser que l'INS a vraiment donné quelques détails. Je ne vais pas entrer dans ça. Mais j'ai dit seulement que voilà ce que fait quelqu'un qui porte la longue robe. Parce que exactement les 74% de chômage, ce n'est pas le chômage général actuel au Cameroun, c'est précisément pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est tout. C'est l'INS qui... Voilà, les chiffres sont clairs. Bon, alors, donc vous dites que... Alors, je ne veux pas dire que je ne vais pas lire les statistiques. Alors, quand on a Jésus, on est un savant à tout point de vue. Donc, il sait lire la statistique. Et il a fait... Vous voyez très bien qu'on est dans la surenchère. La surenchère. Vous savez... Je vais vous démontrer l'histoire de la pauvreté là, mon cher Eugène. Distinguer la pauvreté vulgaire des pauvres qu'on va flatter en faisant croire que dès qu'on est pauvre, on a toutes les vertus. Qu'un pauvre, quelqu'un qui n'a pas l'argent, a toutes les vertus. Il est d'office sain, il est d'office juste parce qu'il est pauvre, il n'a pas l'argent, il n'a pas le travail. Il faut faire attention à ce genre de choses. En tout cas, dites-le, mais ça n'a rien à voir avec la pauvreté spirituelle telle que le Christ l'a mise en exergue. Je vous donne l'exemple pour comprendre. Prenez le passage dans la Bible où, si vous voulez la parabole, le passage dans la Bible où Jésus est sur la croix, il a en face deux bandits. Il a à sa droite, à sa gauche deux bandits. C'est deux bandits, non? Si, qu'est-ce que c'est pas les deux bandits? Vous avez un bandit qui reconnaît que toi, tu es innocent. C'est important de rappeler ça. Toi, Jésus, tu es innocent, tu n'as rien fait. Moi, je suis un vrai bandit. Moi, je mérite ma place ici. Jésus lui dit ce soir même, puis ça va être bon au paradis. Et l'autre bandit qui dit que non, mais toi, tu es un vrai bandit, reste là. Voilà le bandit. Mais ils sont différents. Parce que le cœur de l'autre bandit est différent du cœur de l'autre bandit. Il y a pauvre et pauvre. On ne peut pas généraliser. Faire des transpositions de ce type participe du populisme le plus primaire, le plus abject. Ce n'est pas digne de quelqu'un qui se cache derrière une longue robe.
Le titre d'archevêque et machin comme ça. Nous allons sortir de l'extrait de M. Cléda. Il a utilisé un mot que vous avez eu souvent utilisé dans les contextes, particuliers, différentes sorties sur les différents plateaux de télévision. Il dit profond. C'est un mot que vous utilisez souvent, M. le Président Malakani. Le Cameroun profond crie sa souffrance et sa misère. Monsieur le Président Malakani. Il a fait pire. Quand on le dit, il a laissé dire que M. Tchilombo a gagné l'élection. Oui, bon, lisez, non? Lisez. Il n'a pas dit comme ça, mais quand vous lisez, et d'ailleurs, ceux qui ont les journaux ont interprété ça normalement, voilà, ceux qui attendaient ça, parce que quand il parle là, il ne parle pas par hasard, il sait que les gens vont reprendre. Oui, il a dit c'est bien organisé. Il a dit lorsqu'il dit à travers les réactions des uns et des autres après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, de nombreux citoyens qui s'attendaient à un avenir meilleur ont eu la ferme conviction que leur choix n'a pas été respecté. Arrêtez-vous là. Est-ce qu'un archevêque, un homme qui porte la longue robe de Jésus, parle comme ça? Ce type d'allusion vise à faire quoi? De nombreux... Non, le Conseil constitutionnel a donné un verdict, Monsieur Cléda. Ou vous êtes d'accord avec ce verdict, ou vous n'êtes pas d'accord. Ne jouez pas à ça. Ça, c'est l'esprit de serpent ou serpenté, comme les pharisiens. Et il a conclu, Monsieur le Président, avec peut-être une phrase qui va lever les tensions sur ce plateau. Il dit que l'Esprit Saint éclaire nous dirige, le peuple camerounais, et que la Vierge Marie, patronne du Cameroun, intercède pour nous. Bon, quelqu'un qui fait ce genre de choses, vous voyez que lui-même, il n'est pas sérieux. Marie, c'est la patronne du Cameroun. Qui l'a mis là depuis quand? On l'a mis, qui a nommé Marie patronne du Cameroun? Tous les Camerounais sont des catholiques. Non, mais je vous dis, écoutez, mais voilà des méthodes comme ça. Je vous dis qu'on est dans la manipulation des vies jusqu'à la fin. Et vous venez quelque part, vous dites que Marie n'a pas pris le Cameroun. Moi, je n'ai rien contre Marie. Ceux qui croient à Marie, c'est leur problème. On a vu le gouvernement camerounais, le secrétaire général de la présidence, dans une organisation, à Marie Ben, qui disait qu'il consacrait le Cameroun à Marie. Le secrétaire général de la présidence sur le Cameroun. C'est un poste administratif. C'est Paul Biya qui l'a créé. Paul Biya peut dissoudre ça en une seconde. On parle du Cameroun, on parle du secrétaire général de la présidence. Je ne sais pas avoir du respect pour sa fonction, mais je vous dis que c'est une fonction qui est créée par quelqu'un. La personne peut dissoudre ça. Mais le président ne peut pas dissoudre le Cameroun, monsieur. Vous voyez que le président n'a pas décret, peut dissoudre le Cameroun. Il peut dissoudre le poste de secrétaire général de la présidence par décret. Donc, ne parlons pas de ça ici, c'est sérieux. Ça parce que le secrétaire général est parti faire sa génuflexion devant la statue de Marie, que Marie devienne la patronne du Cameroun. Vous êtes sérieux ou quoi? Je ne suis pas catholique. Mais est-ce que j'ai caché depuis? Est-ce que le monde entier connaît mes orientations spirituelles? J'ai longtemps assumé. Moi, je suis un chrétien qui n'est membre d'aucune église. Parlons comme ça pour que tout le monde comprenne. Moi, est-ce que c'est caché, tout le monde sait? Moi, je ne suis dans aucune religion. Je ne pratique aucune religion. Donc, je ne pratique aucune religion. Aucune religion, je ne pratique, etc. Mais les Camerounais, tous les Camerounais ne sont pas des catholiques. On est dans un pays où les gens croient à 1 milliard de dieux au Cameroun. C'est un pays compliqué. Mais quand vous venez dire aux gens que okay, Marie est la patronne du Cameroun, c'est sur la base de quoi? Comment vous avez fait pour dire qu'elle est la patronne du Cameroun? Donc, vous voyez, c'est ce type de comportement qui montre que l'Église catholique est une église impérialiste. On n'est pas la seule comme ça. C'est une église impérialiste. Ça. Vous êtes dans un pays, vous décrétez que Marie est la patronne de ce pays. Vous vous êtes concerté avec qui? Mais il y a des païens dans ce pays, il y a des animistes dans ce pays, il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont leur Dieu. Faites comment pour dire que Marie, c'est la patronne du Cameroun? Et vous donnez les leçons au président Biya d'être un dictateur. Attendez, vous savez, moi je vois aujourd'hui monter ce type de discours venant de la part de ce porteur de robe-là. Il oublie qu'à l'indépendance, pendant toute la répression que la France a fait au Cameroun aussi, c'était avec la bénédiction de la croix catholique.
Et on s'en souvient que Oumniobé avait rejeté cette C'était idée en donc 55 qui disait que quand on tuait tous ces gens-là, hein, avec la bénédiction des archevêques, comme les gens Zoa, vous ne pouvez pas le citer. Il n'était pas le seul. Tous ces prêtres qui livraient les patriotes dans ce pays, Monseigneur Domo, qui les livraient, etc. Voilà. Mais ça, c'était normal. mais quelle est la similitude, Monsieur le Président? Parce que 5 ans à la veille des indépendances, cette même déclaration du mari de la mère du Cameroun avait été proclamée et Oumniobé s'était livré pour dénoncer. Il avait été excommunié. On allait même plus loin. On allait même plus loin. On a dit que les Oumniobé sont des communistes. Ils sont dangereux. Que les chrétiens ne peuvent pas suivre des hypétistes. Jean Zoa fait comment on peut appeler ça, les bulles d'archevêque, puisque la bulle est réservée au pape, mais il a fait des bulles d'archevêque pour dire que c'est pour criminaliser la lutte pour l'indépendance, pour criminaliser le fait d'être communiste. Et pendant ce temps, nous osons croire que bon, ce n'est pas la position de l'Église catholique au Cameroun, ce n'est pas ce que pensent tous les prêtres et archevêques du Cameroun, j'ose encore croire. Mais quand vous regardez la savante organisation de l'Église catholique, parce qu'on peut tout leur reprocher, ils sont très organisés. L'Église catholique est l'une des organisations les plus savantes de ce monde. Le génie organisationnel de l'Église catholique est quelque chose d'extraordinaire. Si vous ne voyez pas ça, ça veut dire que vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Elle est très organisée. Donc, au Cameroun, elle a des réseaux extraordinaires. Les anciens élèves des lycées, de collèges, d'établissements catholiques, des universités, tout ça est organisé dans le cadre d'associations, etc. Donc, ça ramène des ministres, tous ces gens-là, l'élite était encadrée par l'Église catholique. Ça crée de la puissance. La question est de savoir jusqu'à quelle mesure la sortie de Clé est séparable de tout cet entrelac. Et c'est pas là que j'aimerais qu'on sorte sur. Est séparable de tout ce faisceau. Le cas de Clé, je ne peux pas répondre, mais je vous dis que l'organisation de l'Église catholique, parce que moi, je n'ai pas compris qu'un archevêque dise, un évêque, vous l'appelez, qu'on préfère un diable. Oui. On préfère. Non, il n'y a pas de bon diable. C'est quoi? Le diable, c'est le diable. On préfère le diable au président Biya. Il n'y a eu aucune réaction, il n'y a eu aucune voix au sein de l'Église catholique pour le condamner. On a dit ça. Et c'est devenu une espèce de refrain qui a animé la campagne électorale. Et d'ailleurs, M. Chiroma est présenté comme notre bon diable. Donc, est-ce qu'on se répartit les rôles dans l'Église? M. Cléda parle, un évêque parle, après la conférence épiscopale vient faire semblant d'arranger, etc. Est-ce qu'on est dans une répartition de rôles et de tâches? De ce point de vue, la savante organisation de l'Église catholique et son génie en termes de structuration me fait dire que ce n'est pas gratuit. Je voudrais terminer puisque vous voulez qu'on en sorte. Tout ça, si on veut ramasser les affaires de Cléda, c'est de l'impuissance. À la fin, c'est de l'impuissance. Le Dieu catholique n'est pas capable de renverser le président. Pourquoi? Mais quand Dieu est puissant, on n'a pas besoin de se livrer à ce type de contorsion quasi satanique de la part d'un archevêque et autres. Est-ce que Dieu bavarde? Vous bavardez tous les jours en faisant. Si votre Dieu est puissant, est le vrai Dieu, il suffit d'un mot. Un mot. Le sort du président est réglé, non? Vous ne me faites croire que les prêtres, là, ils n'ont pas la puissance de Dieu. Moi, je constate que tout ça, à la fin, ça trahit une impuissance. Et l'Église catholique au Cameroun, le Dieu catholique n'est pas capable de renverser pour bien. Mais il y a même plus grave. Et si le Dieu catholique, si la question est à côté, il est à côté, puisque, ben, attendez, quand vous a dit qu'on préfère le bon diable, mais si quelqu'un dit qu'il préfère le diable, ça veut dire qu'il est dépassé par celui qui est là. Et il dit que diable, viens. Toi, maintenant même, tu es bon. Tu es bon. En fait, Dieu nous a léchés. Dieu nous a abandonnés. Depuis que nous on crie Dieu là, on dit à Dieu, enlève le tube au pouvoir. Dieu nous a laissés. Toi, le bon diable, viens. Puisqu'on dit, on préfère le bon diable. Il y a là de l'impuissance. Il y a là une manifestation du fait que le Dieu catholique n'est pas en mesure de renverser le président Biya. Et qui donc peut-être est établi par le vrai Dieu. De ce attendez,
Attendez, monsieur, écoutez ce que je viens de vous dire. Elle n'était pas le vrai Dieu. Dans le Dieu catholique, il ne peut pas être le vrai Dieu. Puisque si le vrai Dieu veut renverser un président, il ne fait pas les discours en l'air, il décide, tu tombes. Ce ne prend pas 5 minutes au vrai Dieu de renverser un président, parce que c'est lui qui les place. Alors, nous supposons que les catholiques ont longtemps demandé au vrai Dieu, chasse nos peuples du pouvoir, ils n'ont pas de réponse, ils sont allés chercher le bon diable. Les choses sont claires. Alors, on a affaire à un crypto-politicard. Monsieur le Président Banakani. On a affaire à un crypto-politicard qui devrait laisser tomber la soutane pour entrer en politique simplement. C'est bien compris. Monsieur Cléda peut créer un parti politique. Ce n'est pas interdit chez les catholiques. Il démissionne de la chaire apostolique qu'il occupe. Et puis il crée un parti politique, il fait la politique. Même chose comme M. Sokoudjou. On a de la peine à séparer l'autorité morale catholique qui parle et le politicien. Et c'est là où réside la manipulation. Monsieur le Président, nous allons ici embrayer avec une autre sortie. Cette fois-ci, 2 sorties. Il s'agit là de l'ambassade de France ainsi que l'Union européenne qui, dans leur sortie, rappellent les règles de la démocratie au régime populaire. Ils disent prendre acte de la proclamation des résultats, mais ils omettent ici, je pense délibérément, de féliciter le président Paul Biya pour sa réélection. Ils donnent des injonctions ici en demandant la libération immédiate des personnes qui disent être interpellées de manière arbitraire. Monsieur le Président, que cache cette sortie de la France et de l'Union européenne? On ne va pas se répéter. Je renvoie à l'émission qui est passée. Où j'ai démontré qu'ils ne savent même pas rédiger un communiqué diplomatique, un document diplomatique. Je l'ai démontré. Mais quel est le véritable donneur oui, très bien. Je pense que la question renvoie. Ce qu'on peut dire d'abord, répétons s'il faut répéter ça. À partir du moment où les patrons sont sortis, on ne parle plus des agents. Allez-y, Monsieur le Président. Donc nous attardons plus sur les sous-frifs, les domestiques, les garçons de cour, les femmes de ménage et les hommes de ménage. On ne s'attarde plus sur eux. Donc le débat maintenant, le vrai débat, c'est le Cameroun face à la communauté internationale autoproclamée. Voilà le vrai débat. Puisque les gens ont marché à Paris, ça veut dire. Ça dit vraiment. Ça dit, ça se passe de commentaires. Le débat est clos. Même Toulouma ne parle plus. Il ne doit plus parler parce qu'il est ce qu'il est. C'est un souffrif des souffrifs. Puisque les gens ont marché à Paris pour dire que Macron, viens intervenir au Cameroun. Viens installer au pouvoir celui qui a gagné. Donc aujourd'hui, que personne ne remène plus en arrière. Le débat, on est arrivé à la phase où c'est le Cameroun face à la communauté internationale autoproclamée. L'Union européenne, la France, le Canada et le grand bandit qu'on va sortir maintenant du trou. Le grand bandit, le chef bandit. Il s'agit de qui? Les États-Unis. Les États-Unis. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez, avec précision, relever quelques faits qui justifient le fait que c'est les États-Unis qui... Depuis que Trump est arrivé au pouvoir, est revenu au pouvoir, observez l'évolution des relations entre le reste de l'Occident collectif, je parle comme les Russes, le reste de l'Occident collectif, la France, l'Union européenne, tous ces machins-là, et M. Trump. M. Trump a passé le temps à leur rappeler que c'est moi le chef. Vous travaillez pour moi. Il prend plaisir à les humilier. Et eux-mêmes acceptent l'humiliation. Quand ils sont allés rencontrer Trump aux États-Unis, avec les Ursula von der Leyen, les Macron et contre, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'ils disent qu'ils ne font pas, ils bavardent. Quand ils viennent devant lui, patron, on va faire. On va même faire plus que tu as demandé. On est dans les rapports de patron et de vassal, pour parler comme Poutine. Si vous oubliez ça, excusez-moi de parler comme ça, vous êtes hors de la plaque. Si quelqu'un veut analyser la situation, cette affaire, il oublie cette donnée-là, il est hors de la plaque. Il ne peut même pas le temps pour lui, il n'a pas le niveau. Donc, un vassal travaille pour un patron. Donc, quand un vassal pose un acte, l'homme qui connaît cherche à savoir, va voir son patron pour dire, boss, ton vassal a fait ceci, tu veux quoi? Moi, je veux pas là, j'ai compris le message. C'est parce que les Américains se cachent derrière leurs vassaux que nous, on va les oublier. Donc, il a dit qu'un des enjeux de l'émission de ce soir, c'est de dire au monde entier que nous avons, que nous on sait. Moi, j'ai évolué par étapes, Dans un premier temps, par pédagogie, il fallait exposer la France et l'Union européenne et le Canada,
qui en réalité sont dans leur rôle de chiens de garde, de valets des États-Unis. Depuis très longtemps, même après l'indépendance, la France, si on parle de la France, elle a toujours roulé pour les Américains. C'était une sous-traitance. Ça a toujours été ça. Hein? La grande de Gaulle sont des histoires. C'était une sous-traitance. Ça a toujours été une sous-traitance. Donc, c'est encore plus grave aujourd'hui parce que tous ces pays-là ont été totalement affaiblis. Ils sont à terre à cause de la stratégie américaine qui est très cynique, qui les a utilisés dans le cadre de la guerre entre l'Amérique et la Russie, par Ukraine interposée. On a vu comment les Américains, les Européens ont décidé de détruire leur économie pour faire plaisir aux États-Unis, au point qu'aujourd'hui, ils font des sanctions la nuit, les sanctions le jour, pour la nuit, à acheter le gaz russe. L'économie de l'Allemagne est à terre. Tous ces pays-là sont dans une crise économique extraordinaire. Pourquoi? À cause de leur vassalité aux États-Unis. Ce sont des colonies américaines. De ce point de vue, donc, si, à partir de ce point de vue, mon cher Djengele, quand l'Union européenne pose un acte, Madame Diakou, quand la France pose un acte, quand le Canada pose un acte, l'homme réfléchit, s'assoit et dit que le patron est derrière. Ce sont les États-Unis en dernier ressort qui sont en train d'attaquer le Cameroun. L'information que nous avons, c'est que c'est une information sûre. Je le dis encore, c'est une information sûre. Les États-Unis, les éléments de l'État des États-Unis basés en Allemagne, dans le cadre de l'OTAN, ont transporté les urnes et les armes. C'est une déclaration très grave, Monsieur le Président Manakani. Est-ce que vous pouvez répéter cette déclaration? Je dis ceci. Les États-Unis, il s'agit de mon pays, le Cameroun. Moi, je ne peux pas laisser l'État yankee agresser mon pays avec les méthodes que nous connaissons tous. Les États-Unis ont transporté les armes et les urnes à travers les éléments de la mer américaine. Les armes et les urnes. Quand il dit les urnes dans lesquelles il y a des PV. Des PV. Les ont transportés jusqu'à la forêt de Sambisa. Ça a atterri le 20 septembre de cette année. Je donne la date, 20 septembre de cette année. Et la chanson a été très facile. Tous ces rumeurs que vous avez entendues, où on vous dit Nigeria, moins de choses, Nigeria, c'était quoi? C'était ça. Où se trouve la forêt de Sambisa? C'est quelque part. C'est entre la frontière, le Nigeria et le Cameroun. C'est une des bases de Boko Haram. C'est ça. Donc, je suis un homme libre, je le dis. Même les 35% qu'on a trouvé à M. Turomala. Moi, je dis que l'État camerounais, bon, on a fait ce qu'on a fait. Oui. C'est du bourrage, des urnes. Tous ces PV-là qui ont circulé au Cameroun, ça venait d'où? Ça venait d'où? Nous avons donc eu une fraude électorale. Mais clair! Ce sont les États-Unis. Ils ont utilisé leur valet. Vous oubliez par quel circuit on a cheminé les armes? Par quel circuit on finance les terroristes? On va encore revenir sur les déclarations du président Tchani et tout ce que nous avons eu à démontrer par le passé. Qu'est-ce que le Mali subit à l'heure actuelle? Qui est derrière? Les Américains sont même pas cachés. Ils demandent à tous les ressortissants de quitter le Mali. C'est en plein jour là. Alors, quand M. Donald Trump vous dit qu'il va intervenir au Nigeria, soit disant que les chrétiens sont massacrés par les musulmans, vous n'avez pas suivi ça? Si, monsieur. Au point où le président du Nigeria a fait une sorte. Faites très attention, c'est la diversion. Donald Trump, c'est un spécialiste de la diversion. Quand il va aller à Yaoundé, il va passer par l'extrême nord. C'est le Cameroun qui est visé. C'est le Cameroun qui est visé. Tout ça sont des histoires. Tout ça, c'est pour maquiller. Monsieur le Président parlait là d'une conspiration internationale. Est-ce que ce n'est pas grave? Mais la conspiration a toujours été internationale. Parce que le concept international est parti de quoi? C'est quand l'Occident sort de ses mètres carrés que le concept international existe tel que vous le connaissez aujourd'hui. Est-ce qu'avant l'Occident, il y avait le monde? Rien n'existait avant eux.
Vous ne connaissez pas leur folie là. Rien n'a existé avant eux. Donc, je suis en train de vous dire, tout ce que vous entendez que non, Donald Trump, je vous dis que, ok, vous me raisonnez un peu. Donald Trump va aller intervenir au Nigeria pour protéger les chrétiens. Ça a un sens? Est-ce que ça a un sens pour vous? C'est une couverture pour cacher les opérations. Pourquoi? Parce que l'Amérique veut les matières premières. Notre pays est trop riche en matières premières. L'Amérique veut les matières premières. L'Occident veut les matières premières dans le cadre de leur guerre avec la Chine et la Russie pour les terres rares. C'est donc l'importation de la guerre en RDC au Cameroun. N'importe. Ils ont toujours fait la guerre en Afrique, non? Ce n'est pas une importation. Ils ont toujours fait la guerre en Afrique. Depuis que l'Occident arrive en Afrique, elle fait la guerre en Afrique. Ça prend seulement des phases et des tournures. Mais la guerre n'a jamais cessé. C'est comme quand quelqu'un me demande il y a maintenant des spécialistes des accords entre le Cameroun et la France. Des idiots qui viennent sur Internet montrer leur folie. Et ils prennent des grands airs. Quelqu'un veut démontrer qu'il n'y a pas d'accord entre les accords, c'est que les coopérations, il n'y a pas, que ce sont des histoires. Et en voulant démontrer, même il montre qu'il est idiot et fou. Les accords, c'est quoi? Le France est-il en guerre, oui ou non, avec le Cameroun depuis les années, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Oui. Si on accepte le principe, là, le débat est clos. Ça prend des formes et des tournures, selon les séquences, selon les cycles, etc. Mais la guerre est là, parce que quand vous venez dans un pays qui ne vous appartient pas, vous faites de ce pays une colonie. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Donc, la colonisation, ce n'est pas la guerre. Si. On prend un pays, on a fait une colonie en disant bonjour aux gens, en mettant la musique et les gens dansent. On fait la guerre. On bat ce pays sur le plan de la guerre. Et quand on a écrasé le pays militairement, on installe la colonie. Donc voilà ce qui se passe. Monsieur Donald Trump, c'est ça, c'est lui qui est derrière tout ça. Les Américains, et d'ailleurs, il y a trop d'indices. Hein. Allez sur Internet. Il y a un monsieur, comment on appelle les noms là? Oh, comment j'oublie ça? C'est un Américain, Thibon Nagui. C'est un Camerounais, non, c'est ça. Je vais, que Dieu m'aide. Permettez-moi, ceux qui nous suivent m'excusent. Si je peux retrouver ça, l'homme n'est rien sans son bord. L'homme n'est rien sans son bord. Je vais trouver le nom de ce monsieur. Vous allez voir que, pendant qu'on vous distrait, voilà. Il y a un certain monsieur Eric Atangana. Sur Internet, il s'appelle Eric Atangana. Allez suivre ce monsieur c'est sorti depuis 2 ou 4 mois comme ça. Ce monsieur au départ est un pro-Biya. Il est pro-Biya, il dit que les Américains, il le dit. Il dit comment les Américains ont pris en charge la campagne du président, puis pour Biya, le président va gagner. Il était dans une guerre pour le paiement de ses factures. Il dit qu'on paye les factures, il était en guerre avec les francs Biya, les Gongo, il se chamaillait là. Et il disait beaucoup de choses sur Internet. Il était pro-Biya. Ce monsieur, subitement, s'est retourné pour devenir pro-Issa Chiroma. Il dit que Chiroma a gagné. Alors que la même personne disait que Chiroma ne peut pas gagner, c'est le président Biya. Ça, c'est anodin. Mais je vous renvoie, allez écouter ces vidéos, vous allez voir ce qui est en train de se passer. Je ne dis pas d'aller écouter ce qu'il dit que Chiroma a gagné, c'est n'importe quoi. Mais les histoires de factures sont d'où? Quels étaient les dessous de tout ce que ce monsieur met sur la toile concernant l'entourage présidentiel, les affaires de campagne, tout ça, etc. Maintenant, il vous dit que Chiroma a gagné. Tracez ce monsieur. Vous allez comprendre que ce que je vous dis là, ce n'est pas quelque chose comme ça en l'air. Donc, Donald Trump vous dit que moi, je vais intervenir au Nigeria parce qu'on massacre les chrétiens. Ça a un sens. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens, c'est une couverture. Comme l'entrée fait avec le Venezuela, c'est une couverture. C'est l'Amérique, je vous dis, les unes et les armes ont été transportées depuis l'Allemagne, la base de l'OTAN. On les a conduits à la forêt de Sambisa le 20 septembre cette année. Je donne les noms, je donne la date. C'est comme ça qu'on a bourré les unes. C'est comme ça que vous voyez toutes ces machines circuler là. Tous vos lanceurs d'alerte là, c'est quoi, vous êtes naïfs ou quoi? Vous prenez compte sur quoi? Ils comptaient sur quoi pour défier un pays comme ça? Leur impunité, leur arrogance est basée sur quoi? Basée sur quoi?
La plupart de votre diaspora est corrompue. Ils ont déjà vendu votre pays, ils ont signé. Tous savaient qu'après l'élection, s'ils vont venir gouverner le Cameroun, Mbembe savait qu'il devait être secrétaire général. Les Mbembe, les Manga savaient qu'ils reviennent diriger ce pays à ce soir-là. Le dépecer, le partager en morceaux. Sous le parapluie américain. Français, européen, mais en réalité, c'est l'Amérique qui est derrière. Monsieur le président Banakani, les services secrets américains sont un détachement de la CIA. Il nous reste pratiquement 10 minutes, monsieur le président. La DG, pas la c'est quoi, SE là. DGS. C'est un détachement de la CIA. Ce que vous dites là, c'est quoi? Ça, parce que quelqu'un dit qu'il est agent de la DGS, c'est naïf. Les patrons, ce sont les Américains. Donc, c'est l'enjeu de ce soir. Si ce soir, nous avons fait cette émission pour passer à nos niveaux, c'était pour dévoiler le véritable ennemi qui est caché derrière tout ça. C'est Washington qui veut nos matières premières. Washington veut les matières premières de l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé en Tanzanie? Les qui ont dit que Madame, comment elle s'appelle encore l'autre maman là, a fui le pays. Elle a disparu, elle a fui le pays. Qu'elle a dit, oh, allez voir cette dame les contrats qu'elle a signés avec la Russie. Vous comprenez tout. Regardez comment on peut mobiliser les gens dans la rue pour dire que non, on veut le changement de la démocratie. Et pourquoi cette dame est allée aux élections sans tolérer la classe de la pacotie que vous appelez opposition? Pourquoi elle a fait ça? Elle a compris. Et ils ont réagi. C'est pour avertir l'ambassadeur américain qu'il a demandé à son ancien collègue qui était ici au Cameroun. Il ne connaît pas le Cameroun. Il va redevenir un hétérosexuel s'il s'amuse avec le Cameroun. L'ambassadeur américain. Vous connaissez la capacité des ambassades français, américains dans vos pays à produire du franc CFA dans l'ambassade. Ils ont des francs CFA là, au-dessus du budget de votre pays. Peut-être que vous ne savez pas de quoi est-ce qu'on parle. Hein? Il faut qu'on vous dise. Il dit que l'ambassade américaine qui est là, l'ambassade de France, ils ont un stock en termes de francs CFA. C'est eux qui fabriquent ça. C'est craquant neuf, l'équivalent du budget de votre pays. Ils peuvent acheter tout le monde chez vous. Et comme tous les Camerounais, la plupart ont vendu leur pays pour un visa. Regardez vos soi-disant grandes sœurs de l'autre qu'ils font de leur pays parce qu'ils sont à Paris. Elles sont à Paris. La décence m'interdit de dire certaines choses ici ce soir. La décence. Les Camerounais ont vendu leur pays pour les visas. Tous ces influenceurs, vous voyez que c'est quoi? C'est parce qu'on les a promis des visas pour leur famille, des visas pour s'installer. Des visas. Pour être en Europe. Pour être aux États-Unis. On est en Europe. Et du coup, on doit venir gouverner les vauriens qu'on a laissés sur place. Vous tous là, vous êtes des ratés. La diaspora vient vous sauver. Ce sont nos sauveurs. Ce sont des messies, la diaspora. Regardez-les, vous, regardez-les. Quand on vous dit que les gens font des programmes, double nationalité, binationalité, ceci, les bourses, les visas étudiants, machin, vous êtes naïfs. C'est l'armée là qu'ils préparent pour vous déstabiliser. Vous êtes en train de voir à quel niveau ça a mis notre pays. Cette émission, c'est pour dire à l'ambassadeur américain, va dire à ton président là, l'homme d'affaires là, que son plan, nous connaissons. Le Cameroun vous attend. On connaît vos plans. On vous attend. Vous pouvez réussir partout ailleurs là. Ne tentez pas le Cameroun. Donc, toi, l'ambassadeur américain qui est assis là-bas, c'est le message que nous envoyons. Le NP envoie. Que nous disons ça à Donald Trump. S'il veut, ça dit que s'il veut voir le feu, qu'il joue avec le Cameroun. Monsieur le président Banakani, vous avez fait cette déclaration avec beaucoup d'énergie et nous vous savons pour certaines personnes comme un homme qui dit ce qui va arriver et vous avez averti les États-Unis. Mais monsieur le président Banakani, il nous reste à peine 5 minutes et nous voulons que vous fassiez le point des villes mortes qui ont été annoncées par le candidat malheureux Issa Chourouma. Moi, je considère l'appel aux villes mortes comme la continuité d'un ensemble de plans. Plan A, plan B, plan C, peut-être plan D. Le but ultime, c'est d'empêcher la prestation de serment du président, à défaut d'obtenir la signature des matières premières.
Donc, on me dit ça, je dis que bon, que le point c'est quoi? euh, Il est évident que ça ne peut pas marcher. C'est évident, parce que ville morte. C'est évident que bon, les partisans, en principe, devaient suivre. Mais ceux qui n'ont pas voulu le suivre sont très nombreux, peut-être même plus nombreux que les partisans. Nous retenons que la première journée des villes mortes a échoué. Non, ça ne pouvait qu'échouer. Ça ne pouvait qu'échouer. Mais comment ils voulaient l'imposer? Parce que le débat, ce n'est pas que ça échoue ou pas, c'est comment ils devaient imposer les villes mortes, le respect des villes mortes, du mot d'ordre. Parce qu'il n'y a pas de ville morte sans capacité à imposer le mot d'ordre. Donc vous comprenez donc ce qui s'est passé avant. La terreur qui a été imposée dans la ville de Douala et dans le pays. La terreur. D'autres appellent ça la psychose. Non, les deux vont ensemble. La terreur et qui a pour conséquence la psychose. La terreur. À partir du moment où il y a la terreur, il est facile de lancer le mot d'ordre. Et quand on a lancé le mot d'ordre, on a continué à entretenir la psychose. Si vous sortez, vous mourrez, ne vous empêchez pas. Quand il faut que ça marche, ils disent que non. Le pouvoir a prévu de tuer les gens qui vont sortir pour mettre ça sur la tête de tout le monde. La psychose. Une partie de l'armée qui s'est détachée de l'armée, il y a une psychose qu'on a entretenue pour que les gens ne sortent pas. Mais au-delà de la psychose, il y a une grande infiltration de la nation. Les hommes d'affaires sont infiltrés. Les membres du GICAM. Moi, je ne suis pas avec ça. Vous appelez ça GICAM ou GICAM? C'est le GICAM aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Cette branche du média français là qu'on est venu implanter chez nous ici, sont dedans. Le pays est infiltré. Les gens de l'administration sont dedans. Y compris les éléments de nos forces de maintien de l'ordre. Et selon vous, qu'est-ce qui maintient le Cameroun debout, Monsieur le Président? Donc, je vous dis, comment est-ce qu'on devait imposer les villes mortes? La psychose. Mais il y a un autre élément qui est très dangereux et très puissant. C'est la fibre que j'appelle la fibre communautaro-religieuse. Moi, nous avons vérifié ici, là où nous vivons, autour de nous partout, où il y a même des étrangers camerounais qui ne sont pas camerounais, mais ils sont d'une certaine obédience. Ils ouvrent le bouton, on vient leur dire de fermer. Tu es notre frère, non? Tu es notre soeur, non? On dit de fermer. Vous voyez la fibre, je ne vais pas dire plus parce que c'est sensible. C'est sensible. Vous voyez à quel niveau les gens se sont organisés pour imposer le mot d'ordre. C'est pour ça qu'il faut saluer l'action de l'État. Donc, si quelqu'un vous demande la sécurité, parce que les mêmes gens qui réclament la sécurité disent que l'État a tué. Vous connaissez le récit. Les policiers sont là, on a tué la main, on a tué machin, comme ça. Les histoires de Cléda et sa longue robe de Jésus. La main a tué, tout ça. Bon, les gens demandent la sécurité. L'État dit j'ai sécurisé. Bon, pourquoi vous ne voulez pas la votre boutique alors? Pourquoi certains propriétaires des établissements ferment les établissements? Alors que même dans certains quartiers où ces écoles sont fermées, il n'y a pas d'insécurité. Les cas ne sont même pas arrivés là-bas. Nous nous réservons de citer le moment venu. Donc, si quelqu'un ferme sa boutique, il a le droit de fermer. Moi, je ne t'ai pas dit qu'on ne ferme pas. Mais à ce moment-là, tu n'es pas en train de fermer pour des raisons de sécurité. Tu fermes pour autre chose, il faut assumer. Et j'entends les gens faire des faux débats. L'État a le droit de réquisitionner les boutiques pour l'intérêt supérieur de l'État. L'État a ce droit-là. C'est la logique webérienne de l'État. Le ministre, père à son âme, l'ancien gouverneur du littoral, M. Kongwe Dima, père à son âme, dans les années 92, avait fermé les boutiques qui respectaient les mots d'ordre de Villemont. Pour que ces boutiques soient réouvertes, des amendes ont été payées par leurs propriétaires. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc, il faut quand même que ceux qui sont dans cette dynamique examinent les motifs fondamentaux de leur action. Est-ce que le Cameroun mérite d'être vendu pour ce type de raisons? Ils ont choisi de le faire, bon, qu'on assume. Qu'on assume. Donc, je vais vous démontrer à quel niveau. C'est-à-dire, le mot ville morte ne sort pas comme ça. Ça ne sort pas comme ça. Et on nous a annoncé qu'on va voir. Donc, je vous dis même que c'est le dernier plan. Il y a maintenant peut-être d'autres phases vont sortir. Donc, introduisez les villes mortes. Inscrivez les villes mortes dans le schéma général de ces gens-là.
tel qu'il est conçu, et regardez ceux qui sont derrière. Toute la technologie du chaos, toute la technologie de la révolution de couleur qui était déployée dans notre pays et qui en un temps record a failli mettre ce pays à terre. C'est sorti d'où? M. Tiroma n'a pas ça. Non, on lui a donné. On a mis ça à sa disposition. Et ces réseaux ont été bien organisés longtemps avant l'élection présidentielle. Les étrangers ont été introduits chez nous. Je ne sais pas revenu ici, on a dit la dernière fois, etc. Tous ces réseaux-là ont été protégés par des réseaux comme le tarot religieux, etc. Tous ces gens, l'axe nord-ouest a fonctionné à merveille. C'est dedans. Alors quand nous parlons d'axe nord-ouest, nous n'indexons aucune communauté. Vous l'avez toujours dit, monsieur. C'est important. Nous parlons des élites et leurs manœuvres. Nous n'indexons aucune communauté, nous n'indexons aucune religion. Monsieur le Président, pour sortir sur cette question, nous, on aimerait savoir qu'est-ce qui maintient le Cameroun debout. Le vrai Dieu. Les gens pensent qu'ils connaissent le Cameroun. Vous savez, l'arrogance des impérialistes et des prédateurs, c'est-à-dire le prédateur et l'impérialiste méprisent la vocation des nations qu'il veut dominer. C'est-à-dire qu'il croit que c'est lui qui a créé les nations. Donc, il croit que les nations lui appartiennent. Et leur peuple avec. C'est ce qu'il pense. Et ces victoires provisoires lui font croire qu'effectivement c'est vrai. Et ça augmente son arrogance. L'Amérique n'est pas repue du sang qu'il a passé le temps à verser dans le monde. On a bientôt près de 70 millions de morts que l'État américain a tués dans le monde pour consolider sa puissance. Les Européens, ils ont tué. La France, des peuples occidentaux, ils ont passé le temps à tuer. Donc, ils sont arrogants parce qu'ils savent que les nations les appartiennent. C'est faux. L'histoire des empires montre que c'est faux. Je l'ai déjà dit. L'histoire montre que c'est quand les empires croient qu'ils sont au sommet de leur puissance que leur chute a déjà commencé. Donc c'est faux. Mais dans l'histoire, quand on examine l'histoire en profondeur, les empires ont souvent buté sur une nation. Les empires ont souvent buté sur une nation qui, par sa vocation, va leur rappeler que le monde ne vous appartient pas, que les nations ne vous appartiennent pas. Le Cameroun est debout à cause du vrai Dieu qui a écrit de sa propre main la vocation du Cameroun. Et ce n'est pas un État voyou comme les Américains, comme les USA, dirigé à sa tête par un affairiste impérialiste, Yankee, qui n'arrive pas à guérir de la mentalité suprémaciste, caractéristique fondamentale des États-Unis. M. Trump, qui fait les plans contre le Cameroun, il fait semblant d'être chrétien. Je dis qu'il fait semblant. Les pasteurs viennent prier sur lui à la Maison Blanche. On filme, on montre aux gens. Les pasteurs qui prient sur lui là, ils lui ont dit que c'est normal d'être un impérialiste. Ils lui ont dit que le Cameroun appartenait à Donald Trump. Et que ça va être dans les calculs, ces calculs de rentabilité économique pour les États-Unis et pour ses affaires privées, comme c'est un homme d'affaires. C'est ce qu'ils lui ont dit. Le vrai Dieu est au Cameroun. Et il attend Donald Trump et ses valets. Mais nous l'aurons averti. Pour l'instant, on est encore à ce niveau. Nous allons continuer à faire la veille. Le ton va monter au fur et à mesure. Au fur et à mesure. J'avais déjà dit à Donald Trump. C'est pas parce que nous l'avons soutenu. C'est parce que nous l'avons soutenu. J'ai expliqué pourquoi on l'a soutenu. Nous avons déjà averti de faire très, très, très attention avec l'Afrique, mais surtout avec le Cameroun. Merci, Président Barakani. Nous allons quand même faire un bref résumé de ce que vous avez dit durant toute l'émission de ce soir consacrée au Cameroun. Vous avez commencé sur les significations réelles des villes mortes et vous avez dit c'est les conséquences stratégiques dont la fondation est préélectorale. La dynamique Tourouma est allée aux élections pour parachever un coup d'État. Président Barakani,
Pour vous, vous avez rappelé que le NMP avait déjà dénoncé dès le mois de juin et juillet sur les menaces qui pèsent sur le Cameroun. Il ne s'agit pas d'une crise post-électorale, selon le président Banakani, il s'agit d'un coup d'État. Concernant la sortie de Soukoudjou, vous avez dit sur le plan politique, il est dangereux et c'est un agent organique du système qui est ennemi du Cameroun. Vous avez dit que Monseigneur Tléda s'est fait dans l'imposture théologique, c'est la haute manipulation. L'archevêque fait tout simplement dans la manipulation, il fait de la surenchère statistique lorsqu'il parle du taux de chômage général au Cameroun. Et vous avez poursuivi en disant que c'est un crypto-politicard. Et concernant la sortie de l'Union européenne, M. le Président Banakani et la France, vous avez dit qu'ils font de la sous-traitance et que c'est les États-Unis qui sont derrière et qui sont les donneurs d'ordre. Et vous avez poursuivi en disant que c'est les États-Unis qui sont l'ennemi réel du Cameroun. Et vous avez averti l'ambassadeur américaine de ce que le Cameroun ne serait pas déstabilisé et que Washington, qui est ennemi du Cameroun, devait arrêter son plan car ils veulent nos matières premières. Pour vous, Monsieur le Président Banakani, cette émission de ce soir, c'est pour avertir les Américains de son ambassade sur le plan de déstabilisation qu'ils ont programmé sur le Cameroun. Et pour le point des villes mortes, vous avez dénoncé la fibre communautaro-religieux et que lorsque vous parlez de l'axe nord-ouest, il ne s'agit pas des populations communautaires, mais c'est le système des élites qui gouvernent dans ces différents axes. Monsieur le Président Banakani, et vous avez terminé par une phrase: le Cameroun est debout parce que le vrai Dieu a écrit sur sa main la vocation du Cameroun. Donc c'est là quelques points que nous avons retenus pour résumer comme ça l'émission de ce soir. Nous disons merci à toute l'équipe et à nos internautes. Merci à ma co-présentatrice, Madame Yemo Stéphanie. Merci à la production en passant à la rédaction. Merci à vous, Président Banakani. Vous répondez toujours présent chaque fois qu'il y a cette convocation qui concerne le Cameroun, surtout ces derniers jours. Donc c'est un plaisir de renouveler comme ça, M. Président Banakani, que nous vous appelons. Aux côtés de nos